Bonjour à tous en tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Je vais vous accompagner tout au long de cette matinée. Je m'appelle Priscille Lacombe et je suis journaliste et je vais mener les débats ce matin, même si je compte sur vous évidemment pour intervenir et poser vos questions si vous en avez à l'issue de ce débat. Alors 6 mois après les inondations en Midi-Pyrénées, nous vous proposons aujourd'hui de faire un point d'étape sur cet événement traumatisant survenu, vous vous en souvenez, en juin dernier. Que s'est-il passé? Pourquoi notre région a connu au printemps 2003 une crue qui restera dans les mémoires comme l'une des plus dévastatrices qu'ait connue Midi-Pyrénées? Quelles aides ont été octroyées aux collectivités sinistrées? Quelles conclusions tirées de cet événement? Et quelles solutions trouver pour gérer durablement les milieux aquatiques et les inondations? Autant de questions que je poserai dans quelques instants à nos intervenants ici présents. Mais avant cela, je voudrais saluer tous ceux qui ne sont pas physiquement avec nous aujourd'hui, mais qui nous suivent grâce au chat. On va les saluer. Donc, il y a l'hôtel de ville de Rodez dans l'Aveyron. Il y a également le lycée agricole de Mirande dans le Gers, où d'ailleurs ce petit déjeuner sera suivi d'un débat local animé par le CPE des pays gersois. Alors, on les salue, on leur fait un coucou, ils doivent nous voir. Et puis, le centre universitaire Champollion-Albi, dans le Tarn, donc, où là encore, ce petit déjeuner sera suivi d'un débat local qui sera animé par le CPIE des pays tarnais cette fois. Je précise, messieurs et mesdames du chat, que vous pouvez nous poser toutes vos questions par Internet et que nous les prendrons au cours du débat. Et je vous reprécise, messieurs et mesdames qui sommes avec nous aujourd'hui, que vous pourrez vous poser toutes vos questions à l'issue de ce débat. Allez, sans perdre de temps, je vous propose maintenant de laisser la parole pour le traditionnel mot d'accueil à Franck Solagroup, qui est le directeur du département ressources en eau et milieux aquatiques de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous accueille ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, bienvenue à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne pour ce petit déjeuner qui est monté avec nos amis de l'ARP. Je serais tenté de dire que vous êtes presque chez vous, puisque c'est de façon assez régulière que nous traitons de divers sujets qui touchent plus ou moins directement à l'eau. Je voulais aussi tout d'abord excuser notre directeur général, Laurent Bergeau, qui n'a pu se joindre à nous ce matin, qui comptait le faire sur un sujet ô combien important et ô combien qui mobilise notre agence de l'eau. Mais il n'a pas pu le faire et je vous prie de l'en excuser. Alors, je crois que c'était important qu'on puisse organiser ce sujet dans les locaux de l'agence, car on est sur un sujet ô combien transversal, qui touche la problématique de l'eau, bien évidemment, mais beaucoup plus largement touche et questionne sur les problématiques d'aménagement du territoire et de l'espace. Donc, ça fait déjà plusieurs années que l'agence de l'eau s'est engagée sur des problématiques d'eau et d'urbanisme. Et je crois que dans les questions et les débats de ce matin, nous aurons l'occasion de brasser toutes ces questions avec les interventions qui sont là. Donc, je n'en dirai pas plus, on aura l'occasion de rééchanger sur ce sujet. J'espère en tout cas que la matinée sera propice à cet échange avec vous et que nous aurons l'occasion de répondre à toutes les questions que je sais nombreuses sur ce sujet. Merci beaucoup pour cet accueil et vous restez effectivement et évidemment avec nous pour la suite du débat. Alors, 5,50 mètres, c'est le niveau exceptionnel de la Garonne, relevé le 19 juin dernier à Mansiou, en Haute-Garonne. La Garonne qui, à la fin du mois de mai déjà, atteignait 3,60 mètres à Toulouse, alors que son niveau en temps normal, paraît-il, à cette période, est plutôt de 50 cm. Alors la fonte de volume de neige exceptionnelle, ajoutée, vous le savez, à un épisode de forte pluie sur le relief central des Pyrénées, sont bien à l'origine de ces crues dévastatrices sur la Garonne au printemps dernier. La Garonne, mais aussi le Gave de Pau ou encore la Pique qui, transformés en torrents, ont recouvert les rues de Lourdes, de Saint-Béat, de Bagnères, de Luchon et de nombreuses autres communes sous presque 2 mètres d'eau et de boue, occasionnant des dégâts considérables et causant, ne l'oublions pas, la mort de 3 personnes. Un épisode traumatisant qui, 6 mois après, questionne encore
Il faut dire que selon l'IFEN, Midi-Pyrénées est la 3e région dans laquelle on trouve la plus grande part de population en zone inondable, après Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Selon l'Adréal Midi-Pyrénées, la superficie en zone inondable en Midi-Pyrénées est de 2669 km². 82% de communes de notre région ont une partie de leur territoire en zone inondable. 10,9% de la population vit en zone inondable, ce qui correspond à 10,9% de logements situés en zone inondable. Alors, que faire et comment faire pour protéger les biens et les personnes? Doit-on redessiner le visage des fleuves et rivières en fonction de notre urbanisme ou faut-il adapter notre empreinte territoriale au cours naturel de nos rivières? 6 mois après la crue du 18 juin 2013, c'est bien sur cet événement climatique et ses conséquences que nous vous proposons de revenir ce matin, mais aussi sur ce qui a été fait pour venir en aide aux sinistrés. Et puis nous nous attarderons aussi longuement sur les leçons qu'il faut en tirer quand on sait que rien ne peut arrêter un cours d'eau déchaîné. Je vous propose d'en parler tout de suite maintenant avec nos intervenants que je vais vous présenter. Nous avons donc Éric Peloquin, qui est le chef de service risques naturels et ouvrages hydrauliques à l'Adréal Midi-Pyrénées. Je précise que l'Adréal, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Nous avons également Marc Carmalido, là-bas, vice-président en charge des politiques pyrénéennes de la région Midi-Pyrénées. Christophe Prunet est également avec nous. Il est directeur général adjoint du syndicat mixte Vallée de la Dordogne, en charge des pôles planification et urbanisme, mais aussi eau et environnement. Sylvie Gégaud est également avec nous. Elle est chargée de mission milieu aquatique et inondation, ici à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Enfin, Gérard Poujade est également avec nous. C'est le président de l'ARP Midi-Pyrénées. Et quant à Franck Solacroupe, je ne vous le présente plus. Il reste avec nous jusqu'à la fin de ce débat et vous le réentendrez également. Alors, Éric Peloquin, je voudrais commencer avec vous et revenir avec vous sur cet épisode climat du mois de juin dernier. Est-ce qu'on peut revenir en détail sur cet épisode? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement au printemps dernier dans notre région? Tout en ne représentant pas Météo France, je vais quand même essayer de le faire, puisqu'effectivement, notre rôle, nous, à l'Adréal, en tant que service prévision des crues, c'est de se situer, on va dire, en dessous. On est alimenté par des données de Météo France et qui nous servent ensuite à faire des prévisions de hauteur d'eau, de débit et donc de notifier des bulletins de prévision avec les fameuses couleurs de vigilance que désormais tout le monde connaît. Alors au niveau climatique, effectivement c'est un phénomène qui a été prévu, mais 72 heures avant, les bulletins de Météo France étaient sur des fourchettes mini-maxi pas exceptionnelles. Alors on était quand même en vigilance puisqu'on était dans un contexte déjà de fonte très importante et très rapide du manteau neigeux, et donc simplement du fait de la fonte du manteau neigeux, par grand soleil, on avait déjà un niveau de vigilance jaune dépassé sur tous les tronçons surveillés en montagne. D'autant que le manteau neigeux était particulièrement exceptionnel l'année dernière. Tout à fait. Donc on était déjà, on va dire, sur un terrain à surveiller de près, puisque en plein soleil, rien que la neige qui fond, on était déjà partout en vigilance jaune, et j'irais même jaune foncé. Donc toute aggravation, même mineure, pouvait nous amener à requalifier la situation en vigilance orange. Et c'est à peu près 48 heures avant l'événement, donc on va dire l'après-midi du dimanche, que là il y a eu des bulletins qui confirmaient avec une estimation de cumul de pluie de 20 à 40 mm avec des pointes à 60 mm. Alors ça c'est sur 24 heures. Et en fait, ce qui s'est passé dans la réalité, eh bien ça a été sur chaque tranche horaire, la pluie qui est tombée, elle était sur le maximum de la fourchette de prévision de Météo France. Donc la prévision était bonne, mais comme il a plu pendant plus d'une douzaine d'heures et qu'on était calé sur le maximum de la prévision, on s'est retrouvé effectivement avec des cumuls de pluie très importants, notamment dans les têtes de bassin près des lignes de crête, que ce soit en amont du Gave ou la tête de bassin des Nestes, on est avec des cumuls qui sont entre 150 et 200 mm. Donc c'est
pour récapituler, la fonte des neiges plus cet épisode de pluie important qui ont fait de cet événement un événement exceptionnel? Oui, tout à fait. Et puis, oui, j'oubliais également des sols encore très saturés d'humidité, puisqu'il ne vous a pas échappé que le printemps de cette année était particulièrement tardif. On est d'accord que les chutes de neige étaient exceptionnelles. On avait donc anticipé cette fonte des neiges, et vous l'avez dit, hein, et la crue qu'elle pouvait occasionner. L'élément nouveau, majeur, qui est venu aggraver la situation, c'est la pluie. Oui, oui, tout à fait. La fonte des neiges, la fonte des neiges peut créer, on va dire, une situation préalable qui va jouer un facteur d'aggravation, mais jamais une crue ne peut être déclenchée sans pluie. On va dire c'est des petits facteurs d'aggravation qui, tout cumulés, ont conduit à ce qu'on a observé, mais sans les pluies importantes, il n'y aurait pas eu de crue, voilà. Donc pour le coup exceptionnelle, mais même de crue significative. Pour qu'on soit correct dans la sémantique. Concrètement, dans ce genre de situation, quel est le rôle de l'Adréal ? Eh bien, le rôle de l'Adréal, donc je le disais au début, c'est d'être à l'affût des données météorologiques, alors de Météo France, mais on croise également avec d'autres types de sources, puisque quand tout est incertain et que les météorologues s'expriment avec des intervalles de confiance, alors est-ce que c'est pour se rassurer, mais on croise différentes sources de données météo, et ce qui formellement est notre travail, c'est les bulletins de précipitation, qui sont l'actualisation par Météo France ou ses confrères de données de pluie qui va tomber, mini, maxi et en pointe locale. Et à partir de ça, nous on le croise avec des données hydrologiques. Donc on sait, puisqu'on est équipé sur tout le territoire du service prévision des crues, qui couvre 11 départements, hein, Garonne, Tarn, Lot, on a à peu près 150 stations d'observation et de mesure. Donc tout cet appareillage qui est relié à un central, ça nous permet d'avoir le monitoring en temps réel vraiment de suivre la hauteur d'eau, comment elle a bougé, comment elle risque de bouger, et donc en fait, on va dire, pour être un peu trivial, on transforme les prévisions de cumul de pluie en augmentation du débit et donc de hauteur d'eau. Alors c'est un petit peu plus sophistiqué que ça en termes de modélisation, mais ça revient concrètement à essayer de ne pas se tromper en émettant des bulletins de prévision. Alors les heures nominales, c'est 10 heures le matin, 16 heures l'après-midi, mais il est évident que quand on est au début d'un événement de cette ampleur et pendant toute sa durée, avec la gestion opérationnelle de crise dans chaque préfecture, on a des besoins d'actualisation avec des bulletins intercalaires, donc on essaie d'en sortir tous les 2 ou 3 heures. Donc vous mettez en place des dispositifs qu'on va appeler des dispositifs d'alerte, ou en tout cas un dispositif d'alerte. Comment vous gérez la crise ? C'est concrètement, il y a du personnel qui est mis sous astreinte et qui, depuis chez lui, est appelé par un automate dès lors qu'on mesure une élévation du niveau dans les rivières, alors que chacun a pu paramétrer selon son délai de route et son caractère plus ou moins optimiste ou pessimiste, mais ce qui fait que dans le délai d'1 heure, les prévisionnistes doivent avoir rejoint le central et donc être en capacité d'exploiter toutes les données, d'assurer la transmission des bulletins aux préfectures qui sont, entre guillemets, nos clients principaux, mais surtout en période de gestion de crise, entre les bulletins, de passer beaucoup de temps au téléphone avec les gestionnaires de crise en préfecture pour leur donner toute une série d'indications sur l'évolution de la situation, de commenter éventuellement des tournures de phrases mal comprises ou de croiser avec d'autres sources, hein, parce que quand les choses vont très vite, on va dire il y a les bulletins officiels, mais il y a également, alors je sais pas si dans les montagnes on dit radio couloir ou radio montagne, il y a toute une série d'informations qui arrivent en masse, pas forcément triées. Non, mais non. Ça arrive qu'on soit questionné sur on nous dit que l'eau est à tel endroit, on nous dit que le capteur. Donc vous êtes là pour rétablir la vérité dans ce moment-là, ou à peu près. Sur ce qui nous concerne, hein, puisque notamment on a cette instrumentation qui nous permet de voir réellement ce qui se passe dans les rivières, donc ça nous permet de tordre le cou à certaines informations fausses. Cela étant, ça n'est que sur le comportement des rivières qu'on peut répondre. On n'a pas de moyens autres de confirmer ou infirmer l'information. Pour résumer tout ce que vous venez de dire, dans ce genre de crise, dans cette crise que nous avons connue au mois de juin dernier, quelle est la priorité de l'Adréal ? La priorité, c'est d'être au rendez-vous avec une prévision fiable,
pendant les heures nominales. Donc là, par exemple, l'émission d'une requalification d'un bulletin en orange, on l'a fait pour le bulletin du lundi à 16 heures. Hein, je rappelle que les pluies ont commencé en début de matinée du 18, donc le lendemain. Ça a commencé à déborder à la mi-journée. Et notamment, c'était un petit peu plus tardif du côté des gaves de Pau, gaves de Gavarnie. Oui, c'était plutôt le 19. Où là, c'était plutôt, non, c'était la soirée. Oui, voilà, il a plu intensément de 18h jusque vers minuit, donc début de la journée du 19. Donc effectivement, notre sujet, c'est d'être suffisamment organisé pour donner ces bulletins. Alors là, je ne parle que de ce qui nous concerne Garonne-Tarn-Lot, donc qui est sous responsabilité de l'Adréal Midi-Pyrénées, oui, et qui concerne les têtes de bassin des Nestes et de la Garonne, parce que sur cet événement, ça a aussi mis en jeu un autre service prévision des crues, qui était à l'époque rattaché à la DDTM 64 et qui maintenant est piloté depuis Bordeaux, qui est l'ex-SPC à Dour, hein, puisque bien évidemment, on fait fi des frontières administratives et c'est par logique de bassin versant cohérent qu'a été redécoupée la cartographie des services prévision des crues. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de la reconstruction. On le sait, hein, les travaux sont lourds, les travaux sont d'ailleurs encore en cours. On peut peut-être faire un petit point d'étape. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que des ouvrages hydrauliques ont souffert de cette crue? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tout ça? Alors, en termes de travaux, je dirais l'urgence impérieuse a sans doute été intégralement traitée, mais il reste encore de l'urgence. Si on schématise un peu, on va dire l'urgence impérieuse, c'est là où, en plein cœur de la crise ou juste après, les différents préfets responsables des opérations de secours prennent des mesures qui peuvent aller jusqu'à la réquisition de moyens privés pour réaliser, je dirais à tout prix, des travaux de sauvegarde de personnes exposées, mais parfois aussi de biens. Je repense à notamment des sièges d'entreprise qui étaient exposés. Voilà, on fait des choses très vite pour sauvegarder autant que possible. Donc là, on est dans la logique de l'urgence et de mettre en œuvre tous les moyens pour continuer à être sur un bilan humain préservé. Tout à fait. Puisque je le rappelle, sur cet événement, il y a sans doute, alors il y a peut-être de la chance, hein, puisqu'il y a un bilan humain de 3 morts, 2 dans les Hautes-Pyrénées, 1 dans les Landes, et qui sont, je dirais, 3 morts qui étaient évitables, puisque c'est 3 morts par imprudence. Des gens qui avaient été évacués en temps et en heure, mais qui, pour une raison qui leur était propre, ont voulu enfreindre les consignes des forces de police et retourner chez elles. Donc l'objectif d'une gestion de crise en préfecture, c'est d'abord ça. Ensuite, effectivement, on était en début de printemps, en fin de printemps, on a la question de la sécurisation en cas de nouvelles pluies d'orage, nouvelles crues d'automne. Donc sécurisation des cours d'eau. Voilà. Alors des cours d'eau, c'est pas des cours d'eau pour eux-mêmes, c'est le fait d'observer que suite à la crue, il y a eu un certain nombre de cours d'eau qui ont pu se déplacer. En faisant ça, ils ont pu rogner des berges et mettre en péril des constructions riveraines. Ils ont pu créer des brèches, voire détruire plus massivement certains systèmes d'endiguement. Et donc, le deuxième temps de l'urgence, ça consiste à essayer d'apprécier cette situation et de se dire, eh bien, en cas de nouvelle crue, même pas exceptionnelle, attention, là on a des réparations à entreprendre rapidement si on ne veut pas retrouver ce qui reste des digues 100% dans la rivière. Donc ce deuxième temps de l'urgence, je dirais, il a commencé entre 15 jours après l'événement et il se poursuit maintenant puisque d'une part il y a une question de trouver à la fois des ressources en moyens mobilisables. Je vous cache pas que dans les Hautes-Pyrénées, je pense que tous les matériels de transport, tout de pelleteuses, etc., sont à pied d'œuvre et quelque part c'est ce qui est dimensionnant pour le temps de gestion des urgences. Oui. Alors pour tous ces travaux d'urgence, effectivement, au passage, il y a besoin de quelques moyens, puisque quand je dis réquisition de moyens privés, ça veut dire que le préfet ordonne et la réquisition a lieu, mais qu'ensuite il faut payer. Donc là, il y a eu en termes de moyens sur le fonds calamité naturelle, une avance de fonds de près de 10 millions
au mois d'août, si ma mémoire est bonne. Et puis dernièrement, donc le gouvernement a fait l'arbitrage sur proposition de la mission interministérielle qui a évalué les dégâts et a évolué sur une assiette de dégâts. Alors de dégâts de biens des collectivités locales non assurables, sur une assiette estimée à 130 millions d'euros. Une enveloppe de près de 65 millions d'euros a été arbitrée dernièrement. Donc ça viendra en réparation de tout un certain nombre d'ouvrages, etc. Et puis également, il y a eu des crédits du ministère de l'écologie qui normalement s'occupe de prévention des risques, mais dans l'urgence, il faut savoir faire des gestes exceptionnels et donc le ministère a pu dégager 5,5 millions au titre de 2013 pour, là aussi, prendre en charge à la fois sous maîtrise d'ouvrage État sur les rivières qui sont classées en domaine public fluvial, donc Garonne et Nest, mais également sur les rivières non domaniales, notamment en subventionnant des travaux des collectivités. Voilà ce qui s'est fait. Je voudrais juste que vous puissiez nous parler des ouvrages hydrauliques. On a beaucoup entendu de choses quand on a parlé des dégâts à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des ouvrages hydrauliques qui sont menacés? Ouvrage hydraulique, j'ai surtout parlé de digues et la situation qu'on apprécie, c'est surtout ça. Effectivement, ouvrage hydraulique, il y a aussi, chacun peut penser aux grands barrages, où là aussi, on a eu en période de crise, éventuellement, à tordre le cou à certains bruits qui circulaient. Effectivement, mais c'est un grand classique malheureusement de tous les épisodes d'inondation en milieu montagnard. La question que devant la fatalité, il est assez humain de dire mais au fond de qui ça peut être la faute. Et donc puisqu'il y a des barrages en amont, il y a assez facilement comme ça des idées qui prennent corps que forcément les barrages peuvent y être pour quelque chose. Alors honnêtement, et ça c'est des éléments de com qu'on a préparés pour les préfets pendant tout au long de l'événement. Les barrages, dans la situation que j'ai décrite, à savoir une fonte des neiges déjà bien entamée, qui nous faisait déjà des débits relativement conséquents, un hiver très pluvieux, tous les grands barrages étaient, avant le début de l'épisode, pleins ou en passe de l'être, donc très peu de temps après le démarrage de l'épisode, ceux qui n'étaient pas encore pleins ont fini de se remplir et après un barrage il devient transparent, c'est-à-dire que ce qui sort en aval est exactement la même quantité d'eau qui rentre en amont du barrage. La précision est importante. J'y tenais, parce que j'ai effectivement, moi, en préparant tout ça, entendu pas mal de choses. Merci beaucoup. Alors oui, un dernier quand mot, même, j'aurais finir, parce que là, j'ai parlé de l'urgence, mais j'irais le travail peut-être le plus long et qui ne se conduit pas complètement sous l'urgence, c'est l'engagement des réflexions pour s'engager dans une logique de prévention des risques durable. Puisque donc réparer l'existant, faire des réparations provisoires, etc., c'est une chose, mais devant un tel phénomène, déjà on a une première responsabilité, pour les pouvoirs publics, c'est de bien comprendre, décortiquer, analyser ce qui s'est passé. Alors là, dans notre jargon, on appelle ça des démarches de retour d'expérience. Alors bien évidemment sur la gestion opérationnelle des événements, qui s'est plutôt bien passé, mais aussi se poser des questions sur le phénomène naturel, ses conséquences, comment il a été constitué, et notamment des phénomènes qu'on connaît pas bien, mais qui expliquent les gros dégâts dans les Hautes-Pyrénées, c'est des transports solides, donc de gros cailloux, voire de rochers, qui sont plus que les quantités d'eau explicatives de l'étendue des dégâts. Et donc, il faut qu'on comprenne bien ça. Donc, il y a un travail qu'on a lancé avec les collègues de l'Agence de l'eau. Premier stade, comprendre, mais derrière, après la compréhension, c'est qu'en déduire et que faire avec les différents partenaires. Donc là, alors, des options sont prises, puisque notamment dans la tête de bassin du Gave de Pau, donc Lourdes et tout ce qui va jusqu'aux lignes de crête, un programme d'action de prévention des inondations vient d'être engagé, et c'est dans ce cadre que il s'agira pas seulement de réparer l'existant en attendant la prochaine et en réparant, mais de se poser des questions, on va dire en prenant un petit peu de hauteur. Au fond, une rivière torrentielle, alors certes, on peut pas la laisser divaguer partout, mais
Si on fait des ouvrages partout, éventuellement, elle ne fait que prendre de la vitesse et reporter en aval les phénomènes. Donc un PAPI, ça consiste sur tout un territoire à se poser ces questions. Quand je fais ça à l'endroit A, est-ce que je génère pas des conséquences à l'endroit B en aval généralement, mais également en milieu montagnard? Est-ce que si je fais un mur en rive gauche, je vais pas faire rebondir comme du ping-pong en plus dangereux des gros cailloux vers la rive droite, etc. Alors, Donc ça c'est un travail. Vous avez amorcé ce qu'on allait amorcer tout à l'heure avec Madame Gégaud, c'est pour ça que je me permets de vous couper. On y reviendra avec vous aussi un petit peu plus tard quand on parlera justement des leçons à tirer de ce qui a été mis en place effectivement dans la réflexion suite à ces événements. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Peloquin, mais vous restez avec nous puisque encore une fois on va y revenir. Je voudrais d'abord passer la parole à Marc Garbalido. Je rappelle que vous êtes le vice-président en charge des politiques pyrénéennes de la région Midi-Pyrénées. Merci d'être avec nous, Monsieur Garbalido. On a parlé là de financement, d'aide à la reconstruction. La région, très vite, a elle aussi débloqué des aides pour les collectivités. Je précise que d'ailleurs Martin Malvy était hier sur le terrain et qu'il a annoncé un certain nombre de choses dont vous allez sans doute nous parler tout de suite. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur ce que la région a mis en place dès le mois de juin, c'est-à-dire un dispositif spécifique d'aide aux sinistrés et aux collectivités sinistrées, c'est-à-dire il a consisté en quoi dans un premier temps ce plan d'urgence? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le premier souci pour la région, dans l'immédiat, c'était la solidarité, c'est-à-dire être présent, donc être présent dans l'équipe qui allait animer le dispositif, puisque, comme ça vient d'être dit, un dispositif s'est mis en place, et moi je peux témoigner qu'il a été tout à fait efficace, ce qui explique du reste le faible nombre de victimes dans cette affaire, puisque moi, je me souviens de la première visite à Luchon, oui, où on s'est rendu compte que l'évacuation du camping, par exemple, avait pu être anticipée, en tout cas être réalisée en temps utile, parce que les dispositifs de mise en sécurité et de répétition des gestes avaient été correctement effectués. Donc il y a eu, ça c'est peut-être la première chose qu'il faut souligner, c'est que face à l'urgence, il y a eu effectivement un dispositif de solidarité relativement exemplaire, me semble-t-il. Donc l'important, c'était que la région soit présente dans ce dispositif. Donc on a désigné tout de suite un chargé de mission, en la personne de Bruno qui est ici présent, qui a intégrer cette cellule d'animation du dispositif pour les deux départements, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Et tout de suite, Martin Malvy nous a proposé de voter, de nous engager sur une somme disponible tout de suite, qui a été de 5 millions d'euros. Ça, c'est les aides d'urgence. C'est ce qu'on peut appeler les aides d'urgence. Ça a été le premier dispositif adopté en assemblée plénière, puisque l'assemblée plénière avait lieu la semaine suivante pour nous, et adopté à la commission. Et les dispositifs détaillés et précis ont été adoptés à la commission permanente qui a suivi. Donc, je veux dire, l'important, c'était la réactivité. Et c'est vrai que quand on s'est rendu sur les lieux tout de suite, on a bien vu. Vous évoquiez, nous y sommes retournés hier avec Martin Malvy. À Saint-Béat, quand on regarde le niveau de l'eau sur les maisons, maintenant que l'eau s'est retirée, c'est encore plus impressionnant, je dirais. On est vraiment face à quelque chose de... Donc il y a toute la problématique qui a été évoquée, qui concerne la question de la rivière, des cours d'eau eux-mêmes, mais également toute la problématique de ce qui est autour, c'est-à-dire tout ce qui relève de la dépense publique, de la responsabilité publique, pour des collectivités dont la plupart sont des petites communes, il faut le dire, donc qui tout de suite ont été angoissés par l'idée de ne pouvoir faire face, y compris en appliquant les taux d'intervention habituels ou même les taux d'intervention améliorés qui sont autorisés. Donc il y avait quand même une angoisse très forte, à la fois au sein des collectivités, tous les représentants des professions, puisque tout le tissu économique a été mis dans la difficulté qu'on sait. Donc autour de la table se retrouvaient les consulaires, les représentants des collectivités et tout le monde était... voilà, donc il fallait réagir très vite. Ce qui a été fait, donc on a voté tout de suite, comme je l'indiquais, 5 millions d'euros, mais c'était une première enveloppe destinée à couvrir les c'est ce qu'on a appelé les aides d'urgence de la région. Voilà. En sachant que ça nous a permis de mettre en place en gros 6 dispositifs, 6 lignes on peut dire de crédit. Donc 4 dispositifs correspondaient aux besoins, aux urgences
publiques, aux urgences en matière d'équipement public, et 2 dispositifs sur les urgences qui découlaient des difficultés de l'économie locale. L'économie locale, c'est... alors, il y a l'agriculture, avec un dispositif particulier... Pour les éleveurs. Hein, pour les éleveurs, voilà. puisque c'est une des activités principales pour l'élevage. Pour l'acheminement de fourrage, voilà. Vous avez contribué à l'acheminement de fourrage. On a simplement décidé de financer le foin, le transport plutôt du foin, ce qui est, alors que là aussi il y a eu des gestes de solidarité très forts de la part de la profession agricole, puisque tout de suite les agriculteurs non seulement de la région Midi-Pyrénées, mais des régions voisines se sont mobilisés pour aider, pour intervenir. Mais encore fallait-il financer l'acheminement du foin. C'est un exemple. Donc voilà, on a eu des dispositifs sur les travaux d'urgence de première remise en état, les travaux de reconstruction de voirie, parce que voirie, espace public, c'est évidemment ce qui a été le plus impacté. Je pense au département, par exemple, Haute-Pyrénées, qui est le département... Des routes totalement détruites et qui sont, pour la plupart, entièrement à la charge du département ou des communes... des communes en partie. Des communes sinistrées, voilà. Tout à fait. Ensuite, pour les particuliers, pour les entreprises, pour l'économie locale, un dispositif pour soutenir, pour aider les commerces des industries locales à redémarrer, et un dispositif pour soutenir le tourisme, puisque là aussi, effectivement, donc, vous imaginez, hein, c'est les stations de ski qui sont au-dessus avec des routes coupées, donc des saisons complètement... anéantis, les thermes, puisque le thermalisme est aussi important, qui étaient mis en difficulté, et les hébergements, évidemment, qui ont été les plus touchés. Voilà, donc pour la région, la question était... Alors, j'ai également lu que la région avait donné un coup de main, ou en tout cas versé des sommes importantes au secours populaire, hein, puisque ces associations-là ont été très présentes, ne les oublions pas, au moment de la gestion de la crise, et vous avez contribué notamment... Voilà, là également, ça a été d'emblée, le choix a été fait de verser une somme au secours populaire pour, pour effectuer la redistribution, en sachant que les organismes de solidarité, il y a eu également les associations d'élus locaux, l'association des maires, l'association des maires ruraux, qui se sont également mobilisés. Est-ce qu'on peut revenir, Monsieur Garbanido, sur la présence de Martin Malvillers à vos côtés, à Saint-Béat, vous l'avez évoqué. Pourquoi cette visite et qu'est-ce qui s'y est passé? Puisque c'est tout frais, c'était hier, je profite de votre présence. Oui, écoutez, c'était l'occasion de faire un point avec les collectivités de la Haute-Garonne touchés par cette situation, et avec peut-être un élément un peu particulier, c'est qu'on est sur des situations transfrontalières. Tout à fait. Donc là aussi, il faut le souligner, puisque le Val d'Aran, la partie espagnole du Val d'Aran, on peut dire, puisque la vallée continue du côté français, donc, on est allé simplement d'abord s'assurer qu'aujourd'hui on a quasiment, mais je parle aussi sous le contrôle de Bruno, tous les dossiers qui ont été soumis à la région, en l'occurrence tous les dossiers concernant le tissu industriel, le tissu artisanal, tous les dossiers qui nous ont été et les collectivités ont été traités. Donc aujourd'hui on est complètement dans le temps, dans le bon timing par rapport à ce qui nous revient comme dossier. Et sur cette question du transfrontalier, effectivement, ça a permis de réaffirmer, entre autres dans le cadre de la coopération transfrontalière, notre insistance pour la région Midi-Pyrénées à demander à ce que dans le prochain programme, mais peut-être qu'on y reviendra sur les aspects prévention, mais que sur le prochain programme de coopération transfrontalière soit intégré un axe sur les risques en montagne, puisque là, on a effectivement un constat avec nos voisins du Val d'Aran, mais ça concerne aussi l'Aragon dans sa partie montagneuse. On va effectivement y revenir, voilà. Et puis vous pourrez effectivement, vous également y revenir. Merci pour ce point d'étape, vous restez avec nous, puisque je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pourrez encore nous dire, et puis vous risquez d'avoir pas mal de questions. Alors je voudrais quand même préciser que le conseil d'administration de l'agence de l'eau à Dour-Garonne a validé, lui, c'était le 8 juillet dernier, un dispositif d'aide exceptionnel pour aider à la réparation des dégâts provoqués par les inondations. Peut-être, Franck Soulacroupe, on peut en parler de ce dispositif exceptionnel qui a été validé très vite également après ces inondations. Mais là aussi, un côté agence de l'eau, à dégâts de l'importance qu'on a pu voir, notre conseil d'administration s'est de suite mobilisé, a voulu manifester cette solidarité envers les collectivités et les usagers.
Et dès, comme vous le soulignez, le 8 juillet, une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros a été votée par notre conseil d'administration pour subvenir au département de Haute-Garonne, le département des Hautes-Pyrénées et également des Pyrénées-Atlantiques. Merci. Alors, je voudrais préciser, pour être tout à fait complète, que le 28 novembre dernier, une partie des habitants de Saint-Béat qui se sont regroupés en collectif baptisé Sortir de l'eau a porté plainte contre les pouvoirs publics pour non-assistance à personne en danger, une plainte qui vise le refus qu'opposent, selon eux, les services de l'État à leur demande pressante de travaux lourds pour sécuriser la Garonne et empêcher une répétition encore plus grave des événements de juin. Fin de citation. La précision me semblait importante. Alors, si notre région a été sinistrée au printemps dernier à cause de cette crue exceptionnelle, d'autres territoires ont connu ce type d'événements en France, des événements dont elles ont parfois et même souvent tiré des leçons. Et c'est le cas notamment du département du Lot, qui a mis en place un plan d'action pour la prévention des inondations, un PAPI. On en a parlé tout à l'heure pour la Garonne, on va en parler maintenant pour le Lot. On va parler un petit peu de tout ça. D'abord, est-ce que vous avez, connu dans votre département des crues exceptionnelles aussi? Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire? Je m'adresse à Christophe Prunet, pardon. Sur l'ensemble du département, les crues les plus récentes fluviales sont des crues plutôt lotoises, c'est-à-dire dans la vallée du Lot. Ensuite, c'est vrai que les inondations sur la Dordogne elles-mêmes, la toute dernière était en 94, donc ça date un peu, c'était une crue un peu plus que décennale, donc elle a fait que faire une piqûre de rappel, je dirais. Par contre, il y a des très grandes crues historiques sur la vallée de la Dordogne qui sont très bien connues et qui ont en fait, on va dire, entretenu la culture des inondations auprès de la population et des élus qui ont souhaité un PAPI dès les années 2000. Alors vous nous expliquez ce qu'est un PAPI? Quel est l'objectif d'un PAPI? Alors un PAPI, c'est un programme d'action pour la prévention des inondations. C'est un programme qui vise à planifier en fait sur le long terme. Alors nous on a eu un premier PAPI qui a été adopté en 2003 et donc jusqu'en 2012 et on en a un second qui repart de 2012 à 2017. Voilà. Donc c'est un programme d'action. Qui prend en compte un travail fait en amont et un travail fait en aval. Comment ça se passe concrètement? En fait, on pourrait dire que c'est une déclinaison d'une politique publique qui vise d'abord à mettre en place des PPR. D'accord. Ensuite, à mettre PPR, vous expliquez pour tout le monde, on m'a dit d'être très pédagogique, s'il vous plaît. Alors, les PPR, ce sont les volets réglementaires de la politique publique liée aux inondations. C'est un plan de prévention des risques inondations et donc qui vise à cadrer, à réglementer l'utilisation du sol en zone inondable. D'accord. Donc ensuite, c'est vrai que sur un triptyque, on pourrait avoir en second lieu le PAPI, qui est un programme d'action qui vise à réduire en fait le risque d'inondation sur l'existant en zone inondable. Et en troisième lieu, on aurait toute une politique publique qui vise à sensibiliser les élus, les collectivités à travers les documents d'urbanisme et la mise en place des plans communaux de sauvegarde ou des DICRIM, des documents d'information à l'attention des populations pour, on va dire, entretenir, développer une conscience du risque et permettre d'avoir les bons réflexes quand les inondations se produisent. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ça sous-entend qu'on n'a pas ou peu conscience du risque? Alors là aussi, l'expérience sur la vallée de la Dordogne, puisque le syndicat couvre 1200 km² et on a 10% de notre territoire en zone inondable, 120 km². Oui. Et sur ces 120 km², on a 25% de la population et donc la majorité des enjeux. Donc c'est vrai que la conscience, elle existe de fait. Quand on fait de l'aménagement du territoire, on a conscience que ce risque existe sur des enjeux importants. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a une très bonne conscience du risque sur les grandes vallées, je pense, plutôt des inondations fluviales, tranquilles. Alors la Dordogne, c'est une des vallées avec la Loire et le Rhône qui a le plus d'informations hydrométriques, et ce depuis les années 1850, et même un ouvrage de Champion ramène des chroniques depuis le 16e, 17e siècle. Donc c'est vrai qu'on a une très grande conscience du risque sur la vallée de la Dordogne. Par contre, le risque aujourd'hui, il touche plutôt les affluents. Et les inondations plus récentes qu'on a eues, qui datent de 92, 93, 96 ou 2001, ce sont des inondations de débit trentenal à cinquantenal qui touchent en majorité les affluents. Il y a une explication à ça ou pas? Je pense qu'on a un phénomène de torrentialité qui est plus important qu'avant. D'accord. En tout cas, plus important que le début du 20e, peut-être pas le 19e, mais le début du 20e. Ensuite,
On a, je pense, moins de crues sur la Dordogne. C'est vrai que les crues moyennes sont largement influencées par la chaîne des barrages, qui est très importante. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'on est à l'abri des crues sur la vallée de la Dordogne. Mais on reconnaîtra une très grande crue type 52 ou 44 prochainement, puisque ça fait déjà près de 50 ans qu'on ne l'a pas connue. Donc voilà. On s'y attend. Plus les jours passent, plus on a de risques de la rencontrer peut-être. Alors quoi qu'il en soit, c'est vrai que sur les affluents, c'est là où se concentrent les enjeux, parce que finalement on a une culture du risque sur les grandes vallées fluviales, où les gens ne se sont pas trop mis, sauf sur des plaines ou sur des cas particuliers type Toulouse. Par contre, le développement de l'urbanisme et de certains aménagements s'est fait plutôt aux confluences. Et donc on se met sur la première terrasse de la grande vallée, et on ne sait pas que cette première terrasse, en fait, c'est la zone inondable de l'affluent qui arrive derrière. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la vallée de la Lèze, c'est un peu le cas. Oui. Et donc c'est vrai que c'est aussi le cas dans la vallée de la Dordogne. Et donc à la confluence avec la Bave, le Mamoul, la Tourmente, la Sordoire, on a eu des développements de bourgs avec des zones d'activité, des zones résidentielles qui aujourd'hui chargent dès qu'il y a une crue sur ces affluents-là. Et donc ce sont des bassins qui font 100 à 300 km², donc qui réagissent relativement vite à des épisodes pluvieux qui peuvent paraître relativement modestes en fait. Pour bien comprendre, est-ce qu'un PAPI a aussi pour objectif de tenter de limiter les dégâts provoqués par les crues? Et je me retourne vers Régis pour savoir s'il y a des questions là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de questions de chat. Ok. De limiter les dégâts par rapport aux crues? Oui, en fait, on a trois familles d'actions. On a les actions de protection. Alors ces actions de protection, on a un PAPI qui fait à peu près 5,2 millions d'euros avec un peu moins de 50 actions. Donc ces actions de protection, ce sont les plus difficiles à mettre en œuvre. Elles visent à mettre en œuvre en fait du génie civil, de protection directe face à des crues. Donc soit de l'endiguement, soit des bassins d'écrêtement importants, ou ce genre d'aménagement qui peut être plutôt ciblé sur les zones urbaines. Alors il faut pas se cacher que ces actions vont avoir beaucoup de mal à être mises en œuvre sur des secteurs ruraux comme les nôtres. Parce que même si on a des analyses coûts-bénéfices, c'est-à-dire qu'on voit que l'action en elle-même présente un gain par rapport aux enjeux qui sont protégés, même si ces analyses sont positives, ce sont des actions qui sont techniquement très difficiles à mettre en œuvre. Administrativement aussi, puisque depuis peu on a aussi sur les digues des études de danger à réaliser. Et en termes de responsabilité pour les collectivités qui vont gérer ces ouvrages, c'est aussi très très lourd à prendre en compte. Donc on se tourne plutôt, et étant donné, comme je vous l'ai expliqué, qu'on est plutôt sur des actions liées aux affluents, sur des actions soit de ralentissement dynamique, c'est de la protection passive, c'est-à-dire qu'on va travailler en tête de bassin. Alors ça c'est très efficace sur les bassins, alors c'est hyper efficace sur les bassins inférieurs à 100 km². Ça commence à l'être un peu moins, mais ça reste intéressant sur les bassins de 100 à 300 km², donc on est en plein dans la fourchette de nos territoires. Et donc ces actions de la ralentissement dynamique, elles vont viser à mettre en œuvre soit des ouvrages de petits génies civils sur les têtes de bassin ou sur les versants. Donc ça va du petit bassin d'écrêtement jusqu'au contre-talus boisé en versant, soit sur des actions d'aménagement du territoire pur, c'est-à-dire qu'on va sur un document d'urbanisme, on demande à ce que soit classé en espace boisé classé certains secteurs, très pentus, très sensibles au ruissellement superficiel. Et à ce moment-là, la commune est tenue de le faire et on garde ainsi des zones boisées qui permettent de limiter en fait le chemin hydraulique ou la concentration des écoulements. Voilà. Et ensuite, la dernière famille d'actions, ce sont les actions de prévention et de sensibilisation. Et là, on a un très gros travail qui est en cours, notamment sur la mise en place des plans communaux de sauvegarde, sur l'ensemble de nos communes. Pardon, c'est des plans de sensibilisation qui s'adressent à qui? Alors, ils s'adressent aux collectivités pour la gestion de crise. Voilà. D'accord, pardon. Donc la gestion de crise, c'est le déroulé en fait du début de l'inondation jusqu'à l'alerte et l'évacuation et l'hébergement des populations. Donc ces plans sont obligatoires pour toutes les collectivités qui ont un PPR approuvé depuis plus de 2 ans, je le rappelle. Et donc c'est vrai que pour nous ça représente quand même 44 communes sur 83. Donc on a mis en place déjà 26 PCS et donc ces PCS aujourd'hui grâce à la préfecture du Lot également on jumelle à ces approbations de plans communaux la réalisation d'un test, d'un exercice de gestion de crise avec chaque collectivité passe maintenant obligatoirement par ce test pour voir si son PCS est adapté ou pas. Voilà. D'accord. Merci pour ces explications. Vous restez bien évidemment avec nous. J'ai une dernière question qui va me servir de transition. Est-ce que le PAPI que vous avez mis en place sur votre territoire
serait adaptable ou est adaptable à notre territoire, à nous ici en Midi-Pyrénées? Bon, il y a des papis sur la vallée de la Garonne, je sais, qui sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'on est vraiment sur d'autres enjeux. Disons qu'un papi, c'est avant tout aussi un outil de fédération de partenaires. Et c'est là que c'est important, hein, parce que bon, au-delà de l'aspect financier, bien sûr, puisqu'on arrive à fédérer en début l'État et aujourd'hui l'État plus les collectivités territoriales, Conseil général, Conseil régional et aussi l'agence de l'eau qui vient abonder sur certaines actions. Donc un outil fédérateur au niveau financier, mais c'est aussi un outil fédérateur sur la prise de conscience. Donc quelle que soit sa taille, ça reste un outil très adapté au territoire. Oui. Alors avant de passer la parole à Madame Gégaud, on a une question sur le chat que je vais vous lire puisque Régis m'a fait un petit signe. On parle des aménagements techniques, mais quid des changements climatiques? Ah, alors, la question Internet, qui répond à cette question? L'agence de l'eau avait fait une belle étude il y a quelques années. Comment renvoyer la balle à son voisin? Alors, l'agence de l'eau, Monsieur Solacombe. Merci. Qui répond à cette question Internet? Oui, alors, l'agence a mené effectivement une étude là-dessus qui s'appelle Garonne 2050. Alors, il faut savoir quand même qu'on est plus centré sur la problématique du changement climatique en période d'étiage. Et donc, on est plutôt à se poser des questions à l'horizon 2050 de ce qu'on aura dans la Garonne en termes d'eau. Et donc, rapidement, quand on manque d'eau, on est plutôt sur le manque d'eau, là. on est plutôt sur le manque d'eau, sans rentrer dans le détail. C'est 20 à 40% d'eau en moins que nous retrouverons dans nos cours d'eau et plus de 50% dans la période estivale. Par contre, ce qu'on peut essayer d'en sortir pour la problématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est que les modèles climatiques sont assez fiables, les modèles sur la pluviométrie le sont beaucoup moins. Donc on a pas mal d'incertitudes sur ce volet pluviométrie. Donc là aussi, hein, je parle à la place de Météo France, mais je ne m'avancerai pas trop. Ce qu'on voit sur Garonne 2050, on dit que dans l'avenir, c'est entre 0 et moins 20-25% d'eau en moins qui tomberait sur la partie Garonne 2050. Ce qu'on sait aussi, c'est par contre, c'est que du fait du réchauffement climatique, il y aura moins de neige. Et donc la pluie qui continuera à tomber sur les Pyrénées, au lieu d'être stockée sous forme de neige, arrivera directement sous forme de pluie et alimentera nos cours d'eau avec potentiellement des événements exceptionnels plus nombreux. Mais là, on reste quand même sur des choses un peu plus dans l'incertitude. Marc Carvalho, vous voulez rajouter quelque chose avant que je ne passe la parole à Mme Gégaud? Je voulais simplement rajouter que, mais je parle sous le contrôle des experts, là, mais à mon sens, puisqu'on a eu une étude sur l'évolution du climat sur les Pyrénées qui était à la demande de la région Midi-Pyrénées, il n'y a pas de lien de cause à effet direct entre cet événement et la question du changement climatique. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête, parce que sinon on risque de se retrouver dans une logique d'exacerbation ou de minimisation, pardon du néologisme, mais selon les cas, alors que ce qui est à traiter là, c'est un problème qui est lié à une circonstance très particulière, vous l'avez indiqué, qui a été bien décrite, et également, et ça interroge effectivement sur le mode de gestion des cours d'eau et le mode de traitement des abords des cours d'eau. Mais c'est pas nouveau. Je veux dire, le problème se pose depuis fort longtemps. Simplement, les législations évoluent. Et là, la réflexion sur les risques, elle doit porter à la fois sur l'évolution des législations, mais la focale changement climatique risquerait d'être, me semble-t-il, si je m'en tiens à ce que j'ai pu avoir à examiner comme études qui nous ont été fournies, risque d'être inquiétant. Alors, risque d'être mais on va donner la parole, voilà. Et puis il y a M. Prunet aussi qui veut en parler. Rapidement, parce qu'on a encore pas mal de questions et on en prendra plein de la salle. Allez-y. Pour compléter, donc en fait, la radicalisation des débits qu'on observe aujourd'hui, sur les bassins de 100 à 500 km², on a vraiment des débits, on a les hydrogrammes, on a des étiages plus fréquents, et surtout on a des pointes de crues qui sont beaucoup plus violentes. Si on avait des chroniques au-delà des années 50, 60, comme on les a aujourd'hui à Midi-Pyrénées, on s'apercevrait, comme sur certains bassins où on a la chance justement d'avoir ce genre de chronique, que ce sont des phénomènes qui sont peut-être cycliques, mais en tout cas qui sont déjà produits. D'accord ? C'est-à-dire que des débits très radicaux, avec des dizaines d'années comme ça, où on a des sécheresses très importantes et des crues très importantes, ça c'est déjà connu. Donc mettre la responsabilité sur un changement climatique, sur un aménagement de bassin ou sur des pratiques d'aménagement du territoire, c'est très très délicat aujourd'hui encore.
Franck Solacro, vous voulez rajouter quelque chose? C'était pour Rapidement. aller dans ce sens. Hein. Oui. C'est effectivement, ne nous trompons pas hein, de sujet. Ce n'est pas le changement climatique aujourd'hui qui doit nous mener à nous pencher sur ce sujet-là. Il y a bien d'autres phénomènes qui ont été réalisés par le passé et encore aujourd'hui sur lesquels il faut travailler pour améliorer et limiter les dégâts par le passé. Juste un petit détail justement, hein, quand c'est bien la conjonction de différents phénomènes qu'a bien rappelé Éric Péloquin tout à l'heure, hein, qui a amené à ce phénomène. Sur la partie gave de Pau, il y a eu des inondations au mois d'octobre 2012. La pluviométrie en octobre 2012 était plus importante sur ce secteur-là que ce qui a été regardé au mois de juin. Et pourtant, les dégâts étaient moins importants à Pau. Donc c'est bien une conjonction de différents phénomènes et pas liés au changement climatique. D'accord. Alors on va passer maintenant la parole à Sylvie Gégaud. On a gardé la seule femme de cette table ronde pour la conclure ou pas, puisqu'on va ensuite ouvrir le débat avec vous, messieurs, dames, qui êtes venus nous voir, et avec vous qui nous regardez sur Internet, je le rappelle. Sylvie Gégaud, j'ai bien compris que les agences de l'eau, elles n'ont pas pour mission les travaux de protection des biens et des personnes. Hein. Vos actions se situent en amont et en aval d'événements comme celui des crues dont on parle et dont on a parlé. Mais quand même, que vous inspire ce que nous a dit M. Prunet et son fameux papy ? Alors, je voulais revenir sur la question précédente, simplement pour rassurer quand même la personne qui a posé la question et faire mention de la tempête Xynthia. Là, donc, c'est une évolution d'une trait de côte, mais c'est aussi le changement climatique aura aussi une incidence sur l'élévation du niveau de la mer. Pour dire qu'il y a eu sur ces secteurs donc des PAPI, des programmes d'action de prévention des inondations qui ont été mis en place après cet événement et qu'ils ont pris en compte le fait qu'il y aura une augmentation du niveau de la mer. Donc ce n'est pas effectivement ce n'est pas parce qu'il y a un réchauffement climatique qu'il y a inondation, mais sachez quand même que c'est pris en compte dans les réflexions, puisque on va bien vers un réchauffement climatique. Quand même qu'on prend en considération. Alors sur ce qui est fait dans le Lot, et on a des questions, mais je vous pose quand même celle-ci. Pendant que vous y répondez, je me dirige vers les questions chat. Par rapport à ce qu'a dit M. Prunet, quelle est votre réaction sur ce fameux papy, ce qui est mis en place chez lui? Est-ce que c'est transposable sur notre région? Je ne vais pas répondre directement tout de suite sur les outils que sont les programmes d'action de prévention des inondations, qui sont un outil qui est proposé par l'État. Moi, ce que m'inspirent les événements qui se sont déroulés au mois de juin, c'est tout d'abord, dans un premier temps, on a bien sûr une réaction humaine. On est touché, je dirais, par la détresse et par le drame humain. Donc c'est bien pour ça, je pense que aussi les administrateurs de l'Agence de l'eau ont voulu être solidaires avec ces territoires où se sont passés ces événements. Ensuite, moi, je dirais qu'en tant que personnel de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, en charge de la gestion des milieux aquatiques et plus particulièrement des cours d'eau, eh bien, j'ai été aussi impressionnée par le fonctionnement de ces cours d'eau pendant ces crues. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu des inondations, mais pas seulement des inondations. Et je pense que c'est aussi un point intéressant qu'a relevé d'ailleurs M. Péloquin, c'est-à-dire qu'on a eu affaire aussi à ce qu'on appelle de la mobilité des cours d'eau. Les lits mineurs des cours d'eau se sont parfois déplacés, des quantités de matériaux impressionnants ont été transportés par les cours d'eau. Ça a donc des images assez terrifiantes d'ailleurs, où on a vu des maisons complètement emportées. Donc tout ça, ça marque beaucoup et forcément on est touché par ces images. Donc après, je pense qu'il faut prendre effectivement un peu de temps pour analyser ce qui s'est passé. Et je crois effectivement que c'est important. Il faut bien sûr répondre à l'urgence. Et après l'urgence, il faut prendre un peu le temps de la réflexion. Alors, pour recentrer un petit peu ce que vous avez dit, tout ce que vous venez de nous dire, vous nous avez notamment dit, et je voudrais qu'on s'y arrête quelques instants, que les cours d'eau sont des systèmes vivants. Et oui. Ça, on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Voilà. Alors, très souvent, et c'est humain et on le fait tous, on a tendance à considérer le cours d'eau de son point de vue et je dirais de là où on se trouve. Or, un cours d'eau, il a une source, il conflue avec un autre cours d'eau ou les fleuves directement aux océans. Et donc, de l'amont vers l'aval, le cours d'eau va avoir une dynamique, un fonctionnement qui pourra changer donc, dans l'espace et aussi au cours du temps. Donc, on a une évolution du fonctionnement de ce cours d'eau et ça, c'est pas toujours
perceptible par nous-mêmes, parce qu'on a plutôt en tête, en fait, on a l'image d'un filet bleu dans le paysage, et quelque part, c'est le cours d'eau que l'on voit le plus souvent fonctionner ainsi, où il est compris dans les 2 berges qui comprennent son chenal d'écoulement. Donc, on a plutôt cette image d'un cours d'eau. Et donc, on oublie que ce cours d'eau, quand il y a justement des pluviométries importantes, que les hauteurs d'eau dans ce lit mineur augmentent, et bien qu'elles peuvent même sortir de ce lit mineur et aller sur ce qu'on appelle le lit majeur, c'est-à-dire les espaces riverains. On a une image, je crois, de ça. Oui, on peut montrer sur l'image. Oui. Allez-y, pardon. Et c'est là, en fait, que tant que le cours d'eau, je dirais, reste dans ce... C'est dommage, je n'ai pas la possibilité. Donc, je vais me lever. Levez-vous, regardez. Donc, voilà, donc ici, c'est ce qu'on appelle en général le lit mineur. Donc, vous voyez que ici, c'est l'exemple de l'Allier, qui est un cours d'eau, qu'on appelle un cours d'eau à lit mobile, c'est-à-dire que dans le temps et dans l'espace, le cours d'eau, lors de crue, donc ça se passe effectivement lors de crue, va être positionné à différents endroits dans l'espace. Et vous comprenez bien que lorsque le long des espaces riverains qui peuvent être utilisés par ce cours d'eau, on a la présence d'activités humaines ou d'enjeux humains, et bien l'homme se retrouve confronté à de grandes difficultés. Donc l'enjeu, c'est là, ça c'est notre réalité, c'est-à-dire qu'il y a des espaces où l'homme est très présent, où les activités humaines et la présence humaine doivent être protégées du fonctionnement du cours d'eau. Et on a alors là, c'est pareil. On a bien compris que l'enjeu, c'était de concilier. Je vais reprendre mon micro, parce que celui-là, il fait 1. On dirait qu'on est au fond d'une grotte. Voilà, ça va mieux. C'est mieux comme ça, excusez-moi. On va revenir sur cet enjeu que vous venez de nous décrire, puisqu'on a bien compris que l'enjeu, c'est finalement de concilier à la fois le fonctionnement des milieux aquatiques et le développement socio-économique des territoires. Mais ma question, elle est toute bête. On fait comment ? Alors, on fait comment ? La réponse doit être un peu plus complexe que la question. La réponse n'est pas simple, parce que vous voyez bien que quand on est sur des espaces qui peuvent être utilisés temporairement et parfois tous les 50 ans ou 100 ans par un cours d'eau, eh bien, l'homme oublie, on a parlé tout à l'heure de conscience du risque, de la culture du risque, l'homme oublie qu'il a en fait installé des enjeux parfois très forts dans des espaces qui peuvent être utilisés par le cours d'eau. Donc, la politique de l'Agence de l'eau en matière de gestion durable des cours d'eau, c'est justement d'apprécier et de regarder ces aspects-là. C'est que d'un côté, on regarde effectivement comment fonctionne le cours d'eau et on est tout à fait capable d'identifier ces espaces qui peuvent être utilisés par le cours d'eau. Ensuite, ces espaces utilisables par le cours d'eau, on regarde les enjeux humains qui s'y trouvent. Et ensuite, et là, c'est tout le rôle des politiques, c'est de hiérarchiser ces enjeux par rapport à la sécurité publique, par rapport à l'intérêt général ou par rapport à des enjeux socio-économiques. Mais la difficulté réside aussi dans le fait que si vous discutez avec des habitants qui ont leur maison au bord du cours d'eau, ils vont bien sûr vous dire, notamment s'ils sont dans un village, que leur maison est très importante et que c'est un enjeu majeur en tous les cas pour eux. Pour le maire, ce sera aussi un enjeu de sécurité publique puisqu'il il est responsable de la sécurité de ses concitoyens. Et puis, si vous rencontrez un peu plus en aval ou un peu plus en amont un agriculteur qui a, par exemple, ou des éleveurs, si on part sur les Pyrénées, des prairies où il fait pâturer, eh bien, à son niveau aussi, il y aura un enjeu. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut prendre en compte aussi la péréquation tarifaire, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir indemniser les gens éventuellement. C'est-à-dire qu'à un moment... On fera réagir M. Carbalido après, je vous laisse terminer. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus protégés, des enjeux qui sont plus protégés du fonctionnement du cours d'eau et d'autres enjeux qui le sont moins. Il y a des enjeux qui n'ont pas besoin d'être protégés du fonctionnement du cours d'eau. Si on considère par exemple qu'une forêt alluviale, quand il y a Natura 2000, quand il y a un enjeu de biodiversité, eh bien c'est tout à fait naturel de laisser le cours d'eau et les gens, d'ailleurs sur ces zones-là, se préoccupent moins des dégâts entre guillemets qui peuvent être occasionnés. C'est quand il y a des enjeux humains que cette préoccupation revient. Donc effectivement, il y a une vraie réflexion à mener. Et moi, je crois que c'est une question
à laquelle on ne répond pas facilement, parce que si sur certains secteurs, entre guillemets, on comprend aussi que laisser inonder un cours d'eau, laisser éroder un cours d'eau sur une prairie naturelle occasionnera moins de dégâts matériels que sur une zone habitée, il faut quand même, pour la personne qui subit l'impact, savoir comment, en fait, on partage ce risque-là. Donc, oui, c'est ça en fait. Donc c'est quelque part, c'est pas privilégier le cours d'eau partout tout le temps ou privilégier les activités humaines partout tout le temps. C'est vraiment tenter de concilier les deux. C'est pour ça qu'il y a un vrai lien avec l'aménagement du territoire et c'est vraiment une question politique. Et bien justement, la transition est toute trouvée. Marc Carbalido avait envie de réagir. Alors, oui, je voulais réagir peut-être pour illustrer, parce que moi il me semble que cette question-là, c'est vrai, notamment en montagne, c'est vraiment la problématique de tous les instants et de tous les sujets, je dirais, qui touchent à la relation homme-nature. Je veux dire, toutes les questions, à un moment donné, posent celle-là, c'est-à-dire la confrontation des usages et de la possibilité de les faire changer, de les faire évoluer, et à quel rythme. Je veux dire, c'est autant une question technique que politique, que philosophique. Enfin, c'est la façon d'être dans notre relation avec la montagne, là, pour le coup. Et pour l'illustrer, je pensais, en vous écoutant, à notre visite d'hier à Saint-Béat, justement, avec Martin Malvy. Oui. Ou en discutant avec le maire de Saint-Béat, aujourd'hui, il faut imaginer la rue principale de Saint-Béat, c'est-à-dire quasiment le village lui-même, est complètement détruit. Les commerces, enfin, tout cela est détruit. Ça ne sont pas des choses qui ont été installées récemment. C'est toute la vie c'est toutes les strates de la vie du village sur plusieurs siècles qui sont là. Eh bien, dans la discussion, dans la réflexion sur le réaménagement et la reconstitution, puisque un cabinet d'études a été mis par la municipalité en branle pour faire des propositions et pour travailler là-dessus, il se trouve, regardez l'évolution des mentalités, c'est cette illustration que je voulais donner. Il y a une semaine ou 15 jours, ou peut-être moins d'un mois en tout cas, la position des commerçants qui ont perdu leur commerce, qui ont été sinistrés, était plutôt d'envisager la reconstruction ou la reconstitution de leur commerce ailleurs. Et là, à ce stade de la réflexion, ils sont quand même sur l'idée de revenir au village. C'est-à-dire que et donc c'est un vrai questionnement, c'est que voilà, qu'est-ce qui pèse là dans la décision? Le vrai questionnement, c'est oui, est-ce qu'il faut reconstruire ce qui a été détruit au même endroit? Ce village qui a son histoire, qui a sa durée, sa vie, avec toute la nostalgie qui va avec, enfin tout le goût d'y vivre. Voilà, quelle est la position à prendre? Alors évidemment, et je rejoins peut-être ce que vous disiez, c'est que il n'y a pas une réponse comme ça posée idéologiquement ou de principe. Il y a simplement à justement faire dialoguer tous les enjeux de cet espace-là et tous les individus concernés, tous les citoyens concernés par ces enjeux-là, pour qu'à un moment donné, certains deviennent peut-être plus raisonnables dans leur... vous évoquez le problème de la possibilité de laisser s'étendre l'eau, je pense aussi dans des zones qui le permettent. Et là, j'ai une image qui me vient, c'est celle d'une pisciculture installée très en amont dans cette vallée, qui a été complètement détruite. Alors que c'est un drame économique terrible, hein, puisque ce pisciculteur allait transmettre son exploitation, elle a été entièrement détruite et submergée. Je veux dire que voilà, les questions, ce qu'il faut faire dialoguer, c'est ces différents usages pour voir comment il faut reconstituer. Mais vous voyez bien que c'est profond, quoi. C'est pas simplement une décision à déléguer aux uns ou aux autres, c'est vraiment mettre tout le monde en discussion autour de ça. Madame Gégaud, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, du coup, sur ces questions-là, la concertation est très importante. Et donc, effectivement, quand il y a des événements comme ceux qui se sont passés, ça ravive ces débats-là, ça repose la question. Et par contre, ce que je voulais signaler aussi, c'est que nous avons accompagné quand même dans cette réflexion-là déjà des syndicats de gestionnaires de cours d'eau, notamment sur la Dour, qui est aussi un cours d'eau qui a une forte dynamique. Et donc, sur 44 km, dans un premier temps, on a travaillé justement à définir cet espace que le cours d'eau pouvait réutiliser au moment de certaines crues. Et
les élus ont positionné donc les différents enjeux sur ce territoire et après ont hiérarchisé et ensuite ils ont fait donc des choix d'action pour sur certains secteurs privilégier justement le fonctionnement du cours d'eau en proposant aux agriculteurs des échanges de parcelles par exemple. Donc c'était possible parce qu'on était sur une vallée de l'Adour qui était très large à cet endroit-là. Donc il y avait la possibilité aussi de faire des échanges de parcelles. Oui. Mais parfois les territoires sont beaucoup plus contraints en termes d'espace. Il y a eu aussi des digues qui étaient au plus près du cours d'eau, au haut de berge du cours d'eau, qui ont été mises au plus près des enjeux, plus près du village, ce qui permet de laisser un espace au cours d'eau pour dissiper cette énergie, parce que c'est important que le cours d'eau puisse dissiper cette énergie, et donc ainsi avoir moins de dégâts au droit justement de ces ouvrages hydrauliques, par exemple. D'accord. Oui, si je peux juste rajouter quelque chose, parce que je rejoins tout à fait mon voisin sur le fait qu'en fait, pour réagir sur ces questions-là, il y a deux optiques qui sont principalement celles qui peuvent porter les collectivités, à savoir de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme raisonné, et ensuite une re-responsabilisation du citoyen. Ça, c'est vraiment important. On doit tenir compte de l'existant, on doit tenir compte de ce réflexe aussi à revenir en zone inondable, avec un citoyen qui se responsabilise plus face à ce risque-là. Moi, quand je vois l'exemple de Damazan sur la Rise, qui est un village entièrement détruit par 3 crues successives au cours des 150 dernières années, enfin des 200 dernières années, pardon, et qui s'est reconstruit, on ne peut pas se dire, on est staliniste, on met tout ça de loin, côté, et puis on voilà. oublie et donc on tient compte de reconstruit. ça. Par contre, il faut en tirer des leçons. On a une politique de responsabilisation du citoyen, parce que c'est vrai qu'on a une perte de la responsabilité face à un risque qui est somme toute quand même relativement naturel. Alors c'est vrai qu'on délivre des permis en zone inondable, c'est vrai que ça a été le cas en tout cas pendant les 30 dernières années allègrement. Par contre, un citoyen doit être aussi responsable pour sa propre sécurité face au risque d'inondation. Oui, c'est ça, et puis il faut en tirer des conclusions. Alors là encore, la transition est toute trouvée, ce sera ma dernière question, parce que j'aimerais que la salle puisse vous en poser. S'ils n'en ont pas, moi j'en ai plein d'autres. Ne vous inquiétez pas. Cela étant dit, je voudrais qu'on rebondisse sur ces leçons qu'il faut tirer de cette crue. Monsieur Peloquin le disait tout à l'heure, on a mis en place, Madame Gégaud, une étude. Voilà, on est en train de travailler sur ce qui s'est passé pour sans doute à terme en tirer des leçons. Alors vous êtes plusieurs à travailler ensemble, Monsieur Peloquin le disait. Je vous laisse nous dire un mot de ce qui va se passer maintenant. Alors en fait, c'est vrai que quand un comme ça arrive, on se dit tout de suite qu'il faut qu'on puisse avoir formaliser quelque part ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour les générations futures, mais aussi, je dirais, pour pouvoir peut-être aider, accompagner la gestion de l'après. Donc l'agence de l'eau en copilotage avec l'Adréal Midi-Pyrénées, mais qui est aussi l'Adréal de bassin, nous portons donc une étude qu'on appelle étude post-crue, qui en fait a pour objectif de bien recontextualiser, de rappeler le contexte dans lequel se sont déroulées ces crues, donc ce que a fait Monsieur Péloquin au début de ce petit déjeuner, de bien comprendre comment ont fonctionné ces cours d'eau sur cette partie de montagne et de piémont, donc avec des fonctionnements quand même particuliers sur lesquels, je dirais, le bassin d'Our-Garonne, nous ne sommes pas très habitués, contrairement peut-être à nos collègues de Rhône-Méditerranée corse, c'est-à-dire des systèmes de torrents, de fonctionnement par torrent, et des cours d'eau donc avec des fortes dynamiques et beaucoup de mobilité. Donc ça c'est la première chose, bien comprendre ce qui s'est passé, mais comprendre aussi ce qui s'est passé en fonction aussi des enjeux qui étaient présents et de repérer à la fois les facteurs humains et naturels qui ont pu localement aggraver ces crues naturelles, ça parle peut-être pas, mais on a quand même repéré des secteurs où il y avait des boisements importants qui peuvent effectivement jouer un rôle positif de ralentissement des écoulements, de rétention aussi de certains bois, mais si ces bois s'accumulant sur ces mêmes forêts deviennent trop importants, ils peuvent aussi sur la pression de l'eau lâcher et donc ils deviennent négatifs à ce moment-là dans la gestion du risque inondation. Donc ce n'est jamais
noir ou blanc dans la gestion des cours d'eau. C'est toujours assez complexe. Et notre objectif de Réaléa Agence, c'est plutôt de récupérer un certain nombre d'éléments assez objectifs de ce qui s'est passé. C'est-à-dire des images satellites, Donc ça va se faire à partir d'un travail d'images aériennes et satellites sur l'ensemble du territoire qui a été touché. Donc le Gave de Pau, c'est des sources jusqu'à la ville de Pau, les Nestes, la Garonne de sa source jusqu'au niveau de Carbone et aussi l'affluent la Pique qui a aussi été touché par l'événement. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir mettre à disposition des partenaires locaux l'ensemble de ces éléments. Ce que je souhaite dire, c'est qu'en tous les cas, cette étude n'a pas pour objectif de définir des travaux qui seraient à réaliser sur ces secteurs-là, mais à donner des éléments de réflexion pour envisager l'avenir sur la gestion des cours d'eau sur ces territoires. Monsieur Voloka, Tout à fait. vous complétez. Ça vient d'être dit. Même si on pourrait, derrière cette étude, on va dire, afficher un certain nombre de recommandations, on sera sans doute très prudent parce que tout l'enjeu, c'est pas seulement la qualité des recommandations pour l'aménagement, l'urbanisme, la gestion des rivières. Le gros sujet, c'est que la construction de cette orientation, elle soit partagée par tous les protagonistes, alors depuis le Grenelle on dit les parties prenantes de l'affaire dans chaque vallée. Oui. Et c'est pour ça que cette étude, on souhaite plutôt prudemment, on va dire, s'arrêter un devoir de mise sur la table d'une masse d'informations techniques, scientifiques, factuelles et une mise en perspective des enjeux, les questions que ça pose, ce que Sylvie vient d'illustrer par la question des arbres, tantôt vertueux, tantôt créateurs d'embâcles, mais qu'ensuite le vrai sujet par rapport à l'appropriation des enjeux de la construction d'une stratégie de prévention des risques, c'est bien dans chaque vallée, dans le cadre d'un PAPI ou d'autres choses, peu importe les outils procéduraux, que le sujet doit être réapproprié par les acteurs locaux. Et si je peux me permettre, ça a déjà été Allez-y, mené avec plaisir. en juin 2000, ça a été déjà mené sur la Lèze. Je participais à cette étude de relevé Oui. et ça a été très très efficace au niveau du retour d'expérience, notamment d'une part pour parfaire le PPR qui était en cours sur la Barthe-sur-Lèze Oui. et d'autre part pour communiquer auprès des élus sur les politiques de prévention à mettre en œuvre post-crise et corroborer aussi l'impact de l'événement météo exceptionnel qu'il y avait eu en juin 2000 sur la Lèze par rapport à l'impact que ça avait sur la vallée et par rapport à l'aménagement du territoire qui pouvait aussi être un facteur aggravant pour des situations de crues plus ou moins naturelles. Voilà. Ouais, ça apporte un petit peu de recul tout ça et pour prendre les bonnes décisions. Alors je vous propose, voilà, il y a des questions. Je vais vous proposer encore une fois, s'il n'y en avait pas beaucoup, moi j'en ai, mais il y en a. Donc monsieur, je vous laisse la parole et je me dirige vers Régis pour le chat puisque je crois qu'il y en a également sur le chat. Allez-y monsieur, on vous écoute. Merci, je suis Jean-Louis Deligny. Je suis ici à 3 titres. Le premier, c'est que j'ai été chef du service d'annonce des crues de la moyenne Garonne, du Tarn et de l'Aveyron il y a 30 ou 35 ans et que j'ai connu quelques crues à l'époque. Le deuxième titre, c'est que je suis commissaire enquêteur et que j'ai fait une dizaine de PPRI au cours de ces 10 dernières années. Et le troisième, c'est peut-être le plus important, c'est que j'étais très gravement sinistré par la pique le 18 juin. Je n'ai eu, entre guillemets, qu'1,10 m d'eau, mais je peux vous dire que dans la salle de séjour et les pièces du rez-de-chaussée, c'est quelque chose d'assez terrible. Alors, je passe là-dessus. Je dis simplement que dans ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé d'enrochement, d'endiguement, etc. Si les enrochements sont souvent absolument nécessaire pour protéger les voies de communication et assurer ainsi la protection des biens et des personnes, les digues sont souvent un mal plus important, un remède plus important que le mal. J'ai fait un papier d'ailleurs pour mes collègues commissaires enquêteurs il y a quelques années pour indiquer quelle était mon expérience là-dessus et que lorsque l'on augmente la vitesse et par là le débit d'un cours d'eau, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes, notamment ceux qui sont en amont. Et en cas de rupture de ces digues, le dommage est bien supérieur à celui qui se serait produit s'il y avait eu simplement submersion des terres correspondantes. Mon opinion dans le cas, bien entendu, de la pique et de ses affluents, l'Aune, pour prendre
un autre cas assez préoccupant qui n'a pas été à l'ordre du jour, mais qui aurait pu l'être. La solution est sûrement autre chose, c'est de réduire les débits, d'étaler les débits. J'étais très surpris quand je suis arrivé, j'étais pas là, chez moi, de voir que l'eau était partie. En quelques heures, l'eau est partie. Donc, les débits, les quantités d'eau ne sont pas, quand on est vraiment dans les bassins amont, n'est pas énorme. Les débits ne sont pas énormes non plus. Quand on sait qu'à la Magistère, par exemple, le débit de la Garonne, je crois me rappeler, était de l'ordre de 7 à 8 000 mètres cubes secondes au moment des crues, 7500, me dit mon voisin, c'est pas le cas de la Pique. La Pique, c'était peut-être 40, 50 mètres cubes secondes, qui a suffi à déclencher une catastrophe. Nos anciens avaient su, à un certain moment, peut-être l'avaient-ils fait de manière beaucoup trop modeste, faire des bassins de rétention en amont, dans la vallée de la Pique, dans la vallée de la Glaire, par exemple, dans le couloir de la Glaire, plus exactement. Ces bassins se sont trouvés comblés par les matériaux. Ils avaient deux buts. Le premier but, c'était de retenir le débit solide, qui lui peut être extrêmement dommageable, mais aussi de décréter modestement le débit. Moi, je crois beaucoup qu'il serait souhaitable, alors les écologistes vont peut-être pas être tous d'accord, mais de réaliser un chapelet de bassins de rétention vides. Donc il n'y a pas de dommages importants à l'environnement puisque le cours d'eau continue à circuler, mais qui ne restitue dans le lit du cours d'eau que ce qu'il est capable d'absorber. Et si la crue du 18 juin s'était étalée sur 4 jours, je peux vous dire qu'il y aurait eu très peu de dégâts. Je ne parle pas de la Garonne, hein, encore une fois. Oui, vraiment sur les cours d'eau voilà. que vous avez cités. Hein, alors, moi, ce que je suis de ma question, oui. non, ma question. Allez-y. Ma question, c'est, je suis très intéressant. intéressé par ce qui est dit sur l'étude post-crue, oui. et aussi sur ce qu'a dit, Péloquin sur le groupe de réflexion qui s'engage. Je crois qu'il est important que les gens du terrain, et je me considère comme un peu quelqu'un du terrain, puisque mon domicile est maintenant là-bas, puissent disposer d'un certain nombre de documents, notamment la cartographie du maximum de la crue. Alors moi j'ai plein de photos aériennes qui ont été prises par l'ONF, comme j'ai un voisin à l'ONF, il m'a passé toutes ces photos aériennes. On mesure assez bien l'ampleur du phénomène, mais une cartographie serait très souhaitable avec le calcul de la quantité maximum d'eau qui est arrivée à chacun des points. Chacun des ponts, pour prendre un cas, partout où il y a rétrécissement du lit, et également quelles sont les quantités d'eau que l'on peut accepter. On a parlé tout à l'heure du lit majeur. Moi, je parle du lit moyen, c'est ce qu'on appelle en plaine le plénissimum flumen, c'est-à-dire le moment où l'eau vient juste déborder. Il serait souhaitable de connaître le débit correspondant à cette phase extrêmement importante. C'est le moment où, justement, va se produire la catastrophe. Peut-être une rupture. Il faut voir comment les murs ont été et se sont effondrés. Le long du lycée, par exemple, de Luchon, la force a été amplifiée par la brutalité du phénomène. Comment rendre moins brutal, je reviens là-dessus, mes calculs, bon, ils valent ce qu'ils valent, mais si vous voulez, j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas eu plus de 1 million de mètres cubes d'eau à Montauban de Luchon et à Luchon. Je pense que c'est à peu près l'ordre de grandeur quand on fait un petit calcul rapide. C'est rien, c'est quelque chose que l'on peut écréter. Surtout ne faisons pas des digues qui vont aggraver le problème et qui vont bouffer les crédits. Oui, on va en parler justement. Alors merci pour ce témoignage. Non, c'était très intéressant. C'était passionné. Hein. Merci tout à fait pour ce témoignage, ces réflexions et ces questions. Alors on va essayer d'y revenir dans l'ordre. D'abord, est-ce que des bassins de rétention et des chapelets, pour reprendre votre expression, monsieur, de bassins de rétention pourraient être une solution ou pas? Qui répond à cette question?
Monsieur Peloquin. Oui, oui, tout à fait. Alors bien évidemment, vous avez cité, ça peut faire hurler les écologistes. L'ADREAL, c'est l'environnement et la prévention des risques, et on a à instruire des dossiers qui présentent des compromis tout à fait intéressants, à la fois de restauration, reconstitution de champs d'expansion des crues ou de bassins de stockage, qui ne sont pas incompatibles avec une bonne gestion de la biodiversité des milieux aquatiques. Alors, il y avait une autre réflexion on va y revenir sur tout ce que vous avez dit, monsieur. Priscilla, je voudrais compléter. Oui, allez-y, Madame Gégaud. Dans votre réflexion, il ne faut pas seulement penser à l'eau. Il faut penser aussi aux matériaux alluvionnaires, qui sont ce qu'on appelle le transport solide. Parce que, sur des secteurs comme les vôtres, où il y a quand même des apports solides très conséquents, donc les barrages qui seraient mis en place, je crois d'ailleurs que c'est le cas sur un des barrages de Castelviel, qui se sont très rapidement comblés en transport solide. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un cours d'eau, c'est de l'énergie. Pour dissiper cette énergie, plusieurs possibilités. Déborder, donc sortir du lit mineur, mais aussi le transporter ces matériaux alluvionnaires. Vous prenez avec un sac à dos à vide. Vous commencez à marcher ou à courir tranquillement. Vous chargez régulièrement de galets votre sac à dos. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de moins en moins d'énergie. Donc il faut penser le cours d'eau aussi comme de l'énergie. Et ce transport solide, donc si les matériaux, on les bloque trop, qu'on ne gère pas ces apports-là, on enlève aussi une possibilité au cours d'eau, dans ses fonctions physiques, de dissiper de l'énergie. Or, s'il dissipe son énergie, il aura moins d'énergie pour faire des dégâts à un autre endroit où on voudrait qu'il y ait moins de dégâts justement par les cours d'eau. Donc c'est ça qui est difficile dans la gestion des cours d'eau, c'est un système qu'il faut avoir bien en tête en termes de ses fonctions physiques, et que je pense qu'il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre, c'est une combinaison de solutions, et à la fois donc bien avoir en tête la gestion du risque lui-même et puis la gestion plus globale du cours d'eau. Alors Monsieur Prunet voulait rajouter quelque chose. À titre de témoignage, nous on a 5 bassins d'écrêtement de crues qui sont prévus. Sur les 5, il y en a 3 qui en fait muté non plus en des ouvrages de génie civil pur, mais en fait en des remobilisations de champs d'expansion de crues aidés par des digues transversales en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux aller chercher à mobiliser les inondations dans leur plaine naturelle plutôt que d'essayer de dresser des ouvrages en travers de manière hyper contrôlée, avec toujours un dépassement de seuil qui peut arriver, et donc un risque et une grosse responsabilité pour la collectivité. Sur les bassins de surinondation ou les remobilisations de champs d'expansion de crues, c'est plus efficace. Ça prend plus de temps parce qu'il y a un foncier mobilisable plus important. Par contre, c'est bien accompagné par des servitudes de surinondation, c'est-à-dire on met en place une servitude qui gère à la fois pour le propriétaire le dégrèvement de son terrain, et pour l'agriculteur exploitant l'exploitation, le nettoyage de la plaine quand elle est inondée, notamment pour l'enlèvement des gravats. Merci pour ces précisions. Alors je voudrais revenir sur les digues dont a parlé monsieur, parce que je sais, et vous le savez aussi, que suite à ces inondations dans l'été, les Espagnols ont été touchés eux aussi par ce phénomène, et ils ont mis en place des murs et des digues pour canaliser la Garonne. Est-ce que, et j'ai cru comprendre que ça n'était pas une bonne solution, mais est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer ce qui pourrait éventuellement advenir de ces murs, de ces digues montées par les Espagnols? Non? Monsieur Carvalho, sans porter de jugement? Non, je ne vais ni porter de jugement, ni apporter de réponse sur le point, mais simplement parce qu'effectivement, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit en termes de... J'ai lu ça dans les médias, je ne vous cache pas. Mais déjà, la formulation me pose un petit peu problème, oui. Parce que je crois qu'on a évoqué tout à l'heure la nécessité de concertation, oui, sur ces sujets-là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, du côté espagnol, donc du côté du Val d'Aran, le souhait de concertation, il y est également. Donc la question, c'est de l'organiser. Et je me disais en écoutant les uns et les autres, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs échelles de concertation nécessaires. Parce qu'il faut de la concertation locale, il faut de la concertation liée au bassin, et en fait, il faut de la concertation liée à l'ensemble, en amont et en aval. Donc à partir de là,
Parce que j'ai aussi entendu dire à un moment donné qu'un des problèmes venait du barrage qui était en amont, donc du côté espagnol, et d'un lâcher intempestif. Enfin, en tout cas, tous les bruits ont couru. Donc je crois que c'est l'occasion aussi de dire, faisons attention aux bruits qui courent, peut-être ne les laissons pas courir aussi vite que le cours d'eau, que le flot. Je pense qu'il y a vraiment à organiser la concertation et à les souhaiter des deux côtés. C'est même tout l'objet des coopérations sur la vallée. Donc après, elle est souhaitée des deux côtés, c'est la bonne nouvelle. Voilà, mais on a eu déjà plusieurs réunions avec les amis du Val d'Aran. Voilà, donc là-dessus, s'il y a une interrogation, il faut la lever ensemble avec eux. C'est le premier pas, c'est le premier élément. Ensuite, sur les actes posés, je n'ai pas de réponse. Ouais, une réponse peut-être un peu plus directe à cette question, c'est surtout les Espagnols ont fait un certain nombre de travaux, ils sont ce qu'ils sont, on n'est pas là pour juger. Non, tout à fait. Mais ce qui est important, qu'on soit espagnol ou français, c'est que lorsqu'on réalise des travaux sur les cours d'eau, ce qu'il faut absolument réaliser, c'est connaître les impacts que vont avoir ces travaux-là sur l'amont et sur l'aval, sur le fonctionnement du cours d'eau. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra répondre, entre guillemets, tranquillement, oui, on a fait ce type de travaux, mais nous avons relevé que ça a accéléré peut-être les écoulements en aval, mais si en aval, je n'ai pas d'enjeu majeur et que le territoire peut absorber cette énergie qui va être augmentée, alors il n'y a pas de problème. Si au contraire, il y a des enjeux humains forts, oui, ça devient un problème, et c'est pour ça qu'il faut toujours dézoomer. Quand on approche les cours d'eau, on dézoome, on regarde à une échelle un peu plus importante et on se concerte. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'étude que vous êtes en train de mener. Oui. Oui. Je crois que de tout ce qu'on vient de dire, ce qu'il en ressort, c'est que c'est une évidence, mais je crois qu'il faut le rappeler, c'est que l'eau fait fi des limites administratives. Vous le verrez dans le hall, on voit le petit film sur les inondations, où on a le témoignage du maire de Saint-Béat, qui est président de la communauté de communes, et il dit des choses fortes en fin de film sur une commune qui a été extrêmement touchée, blessée dans sa chair, et ce qu'il en sort, c'est de dire... je trouve qu'il a une grande lucidité, parce que je veux dire, c'est encore très 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 frais. C'est de dire... il faut qu'on sorte de cette limite administrative, il faut qu'on travaille avec nos voisins. Et dans ce que disait Sylvie, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce que je vais faire en aval. Et avec les Espagnols... C'est un ensemble, c'est un tout, on ne peut pas se limiter à une partie. C'est un bassin versant sur lequel il faut travailler. Et vous parliez des Espagnols, ça veut dire qu'à fortiori, avec nos voisins espagnols qui sont en amont, il faut qu'on va dire, renforce cette coopération avec eux pour travailler sur ces sujets-là. A priori, en tout cas, la concertation existe, nous disait M. Carbalido, l'envie de concertation en tout cas. Il y a un monsieur qui a une question au fond. Oui, donc Lucien Sormail, là, membre de la communauté d'agglomération du Sicoval et membre d'une commission locale de l'eau sur le sage Hersemort-Giroux. Ma question, elle traite plutôt de l'aspect un peu gouvernance et qui est dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre quand même. Nous avons été consultés en tant que communauté d'agglomération sur les questions importantes d'usage. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux élaboré, vous m'entendez mal? C'est moi, a priori, qui fait des... Non, c'est pas moi. Par le comité de bassin. Je vais venir vous donner mon micro. Bougez pas. Voilà, ça va aller mieux. C'était le vôtre, donc. Si, on vous a entendu. D'accord. Bon, et donc on a été consulté en tant que communauté d'agglomération sur les questions importantes à traiter par le SDAG, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est pas pour ajouter un nouveau sigle qui touche l'ensemble du bassin Adour-Garonne, donc. Et nous avons, avec les dossiers préparatoires, beaucoup d'élus quand même ont été surpris de voir que la thématique des inondations, dans la mesure où elle était traitée par une directive différente, ne faisait pas partie des questions importantes du bassin. Certains ont pu l'interpréter comme ça. Et ça fait ressortir le fait que la thématique des inondations, au point de vue des procédures, etc., est conduite, je ne sais pas si vous connaissez le PGRI. PGRI, c'est Programme général Plan général de protection des risques d'inondation au niveau du bassin d'Adour-Garonne. Il y a une commission. Ceux qui élaborent en fait cette politique, c'est une commission de bassin, ce n'est pas le comité de bassin.
C'est déjà des entités différentes. Je veux dire par là qu'on a encore le sentiment que les procédures et toutes les démarches liées aux inondations sont conduites dans un corps de méthode, de doctrine, de concertation, qui est encore assez différent quand même du comité de bassin. Enfin, différent. C'est intégré. La réunion d'aujourd'hui montre bien que petit à petit, le rapprochement se fait entre les DREAL, qui existent déjà d'ailleurs, et les autres préoccupations liées au fonctionnement des rivières. Donc ça, c'est une première observation. Comment, dans le futur SDAGE, comme l'ont demandé un certain nombre d'élus quand même, et de partenaires, comment cette meilleure fusion entre la problématique, la stratégie de protection contre les inondations à l'échelle du bassin Adour-Garonne va être effectivement bien introduite dans le SDAGE, qui a le gros avantage, au point de vue procédure, de mettre tous les 6 ans, d'introduire toute une procédure de concertation, de consultation du public, etc. On ne va pas multiplier les consultations du public et des élus sur les problématiques d'inondation, d'étiage, de qualité des eaux. Il faut profiter de toute cette dynamique pour mener de front tous ces sujets. Deuxième, et je me tairai, deuxième aspect, je suis membre d'une commission locale de l'eau, SAGE Ersemort-Giroux, et là, nous avons estimé que le volet inondation était un volet plein et entier d'une politique d'aménagement et de gestion des eaux. Alors évidemment, vous posez la question d'un PAPI. Toutes les composantes d'un PAPI qui est d'associer la prévention, l'urbanisme, l'alerte, la sauvegarde, etc. Tout ça doit être... Évidemment il faut faire les équivalents de PAPI à l'occasion des SAGE lorsqu'on peut, parce que le SAGE du bassin Ersemort-Giroux, l'avantage c'est que c'est un bassin uniforme. Donc on peut aborder ce sujet de façon très globale, amont, aval, avec toutes les composantes. Et le volet inondation est un volet plein et entier. Donc on estime que les services de l'État, il ne faut pas qu'on ait l'impression que les services d'État, à travers, par exemple, les PPRI, on a le dialogue entre services d'État et collectivités, quelquefois, a pu être un peu... c'est un débat sur la limite des zones inondables, la cartographie, etc. En fait, au-delà du PPRI, bien sûr, c'est toute la stratégie d'une lutte contre les inondations et des risques d'inondation sur un territoire qui est en cause. Donc, je plaide pour que, clairement, le SDAGE aborde le thème des inondations de façon explicite, claire, et définisse bien son articulation avec toute la stratégie des PGRI, des TRI, les CISI, etc. On a regardé ça, c'est affolant, hein, tous les termes. Donc ce mariage soit clair pour la consultation du public, la consultation des élus, que c'est une thématique forte, une forte composante du territoire du bassin Adour-Garonne. Et que je plaide aussi pour que dans les SAGE, qui sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, avec les commissions locales de l'eau, il y ait cette occasion d'appropriation beaucoup plus forte des problématiques d'inondation et de la culture du risque. C'est aussi par ça, ça va commencer. C'est nous, au niveau des SAGE, au niveau des clés, au niveau des structures et des communautés locales, que nous avons à appliquer et réduire ce message, et développer ce message. Pardon. Merci pour ces réflexions. On va faire réagir peut-être nos intervenants. Oui. Alors, sur le premier volet, sur le SDAGE, veut exaucer, c'est-à-dire que la problématique inondation est bien prise en compte dans le SDAGE. La construction du SDAGE veut qu'on passe par une consultation du public et des partenaires institutionnels. Et effectivement, il a été remonté de cette consultation qui a couvert la fin de l'année et le début de l'année 2013. Cette consultation a bien fait remonter le besoin, l'envie par les citoyens et les collectivités d'avoir une meilleure prise en compte de la problématique inondation dans le SDAGE. Donc ce sujet-là a été retravaillé par le comité de bassin et le volet des questions importantes qui a été validé pas plus tard que le 2 décembre par le comité de bassin met bien en exergue la problématique de la gestion quantitative, on va dire par excès d'eau. Donc l'inondation fera partie de façon à part entière dans le SDAGE de tout un volet. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et la déclinaison dans les SAGE, puisque le SAGE n'est qu'une déclinaison beaucoup plus locale des grandes orientations qui sont définies dans le SDAGE au niveau du bassin, là aussi, le sujet doit être traité de façon à part entière au niveau du SAGE. Donc sur ces questions-là, je tiens à rassurer Lucien Sormaille que je connais bien sur ce volet-là. Les collectivités ont été entendues.
Alors, nous avons des questions également de Twitter, mais je repasserai la parole ensuite à la salle, même si on approche de la fin de ce petit déjeuner. On va quand même finir par vous libérer. On a une question de Twitter. Qui dit ouvrage dit responsabilité, mais aussi coût de fonctionnement souvent élevé. Oui, me dit-on. Très bien. Est-ce qu'on va se contenter de cette réponse? C'est pas faux. Les coûts sont élevés. Et pour autant... Oui. Et c'est pour ça a été dit plusieurs fois, le génie civil n'est pas la réponse à tout, parce que pour qu'il soit fiable, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de budget d'entretien, puis au bout d'un moment, motiver des gens à reconduire des budgets d'entretien lourds pour un ouvrage qui sert que tous les 50 ou 100 ans, c'est pas gagné tous les jours. Et donc, c'est tellement pas gagné tous les jours que quel était l'état du parc de digues en France au début des années 2000, un état déplorable. Et donc tous les textes qui sont sortis en 2007 pour créer justement l'obligation pour les gestionnaires d'avoir, on va dire, une procédure récurrente de surveillance régulière de l'ouvrage, de faire des études de danger, alors ça a été lu comme c'est ennuyeux pour les gestionnaires d'ouvrages, sauf que la question, elle est vraiment là-dessus. Alors, les ouvrages, aujourd'hui, qui étaient un peu en déshérence en termes de bon entretien, maintenant, effectivement, avec le nouvel arsenal réglementaire, c'est soit on se coltine avec ses responsabilités de gestionnaire d'ouvrage, soit éventuellement on les démantèle. Comme un grand barrage qui donne plus satisfaction au niveau de la sécurité. Si on veut plus assumer la réparation, on peut aussi le déconstruire. Voilà. Alors, et je l'illustre dans nos vallées pyrénéennes. Oui. Effectivement, la plupart des digues, j'ai dit qu'on a dû mettre des moyens en place pour assurer un certain nombre de réparations provisoires. C'est des digues, entre guillemets, dont on connaissait aucune existence technique, administrative ou sur papier. C'était des objets oubliés de tous dans la nature. Sauf que voilà, quand l'eau déborde, que ça casse et que l'eau arrive avec des vitesses importantes de l'autre côté, effectivement, on est obligé de constater c'était donc une digue. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et dans les questions sensibles de ces démarches type papier en montagne, il y aura vraiment cette question de ne valider que les ouvrages vraiment nécessaires, raisonnables en termes d'enjeux protégés, parce que c'est des vallées où l'argent coule pas à millions et ça sera pas des papilles gigantesques avec des centaines de milliers de foyers fiscaux contributeurs. Ça sera plus petit que ça et néanmoins avec des gros risques. Donc c'est une question difficile et effectivement, si on veut pas redéplorer dans plusieurs décennies d'avoir encore des parcs d'ouvrages en déshérence, faut sans doute mieux réfléchir avant pour ne faire que les ouvrages pour lesquels il n'y a pas d'alternative raisonnable ou plus maligne. Alors maintenant, il y a quand même un début de réponse qui est en gestation, j'ose pas trop utiliser un autre mot, c'est dans la loi sur les agglomérations, la décentralisation, etc., où, aux dernières nouvelles, après avoir été sorti, il serait revenu sous forme d'amendement une disposition visant à permettre aux collectivités locales de percevoir une taxe auprès des habitants protégés par des ouvrages pour justement assurer le financement. Alors ce sera pas la panacée, le texte n'est pas promulgué, mais aujourd'hui ce qui est en gestation, c'est avec des montants qui nous disent que sans doute dans des tissus urbains denses, avec suffisamment de contributeurs, ça tient debout en termes d'équilibre économique, mais je doute que dans certains villages très peu peuplés des Hautes-Vallées et des Pyrénées, ça soit la panacée. Alors, Sylvie Gégaud, et puis ensuite on passera la parole à M. Poujade, qu'on n'a pas encore entendu, et qui a beaucoup de choses à dire pour l'art. Je voudrais un témoignage après aussi. Rapidement alors, parce qu'on va déborder, et j'ai pour mission qu'on ne déborde pas. Allez-y. Sylvie. Non, je voulais juste ajouter que c'est une question importante parce que dès lors qu'on a un projet de digue, soit à réaliser en propre ou à restaurer, il faut aussi penser la question du financement. Parce que très souvent, on va peut-être pouvoir obtenir des financements publics pour l'investissement, mais derrière, il faut entretenir cette digue si on le veut qu'elle garde son caractère de protection. Et là, en général, il n'y a plus de financement public sur ces aspects-là. Il y a des financements pour la construction des digues, mais il peut y en avoir.
avoir, mais pas pour leur entretien. Très rarement pour l'entretien. Très peut-être. rarement pour l'entretien. Alors, tout le monde veut... Juste en tant que Monsieur maître Prunet, en tant que Monsieur maître Solacou. d'ouvrage, Oui. sur un exemple très concret, donc 2 bassins d'écrêtement qui font partie de la même opération, 2 Oui. tranches différentes. Donc le principe de travail, c'est que le syndicat réalise les ouvrages et la commune assume la gestion. D'accord. Donc il faut savoir que, et c'est là où il y a bien une profession qui ne connaîtra pas la crise, c'est commissaire enquêteur. Pour ces 2 ouvrages, c'est la même action, la même opération, on a 5 enquêtes publiques qui sont programmées. D'accord. 2 pour les dossiers loi sur l'eau de chaque ouvrage, D'accord. 2 pour les déclarations d'intérêt général de chaque ouvrage, Ok. et 1 pour la servitude de surinondation. Donc on est en train de négocier avec le tribunal administratif pour en faire qu'une quand même, parce que ce serait assez intéressant, et puis la lisibilité publique serait meilleure. Et ensuite donc la rétrocession de ces 2 ouvrages à la commune, ça représente un demi-temps plein pour 2 ouvrages. Et elle assume également la servitude de surinondation qui va représenter grosso modo entre 1 000 et 2 000 euros par an d'investissement pour ces 2 ouvrages. D'accord. Donc un demi-temps plein plus 1 000 à 2 000 euros minimum de frais de surinondation. Voilà. Un complément d'information pour Monsieur Solacou. Et très rapide. S'il vous C'est plaît. simplement pour rebondir sur cette histoire de coût de fonctionnement. J'en rajoute pas par rapport à tout ce qui a été dit. Simplement, cette problématique de coût de fonctionnement ne s'applique pas uniquement au sujet dont on parle aujourd'hui. Je pense moi aussi, et ça rejoint les domaines d'intervention de l'agence, sur les problématiques d'assainissement, sur les problématiques d'eau pluviale, où là encore, la politique par le passé qui était du tout tuyau, où on faisait de l'investissement et où on n'a pas forcément derrière trop, on va dire, anticiper les problèmes de coûts de fonctionnement d'entretien. Donc on est vraiment aussi dans des politiques, on va dire, sur ces sujets-là qui visent à limiter l'investissement à ce qu'il doit être et en prenant les solutions alternatives quand elles peuvent se présenter. Et sur les eaux pluviales, et on revient et on reboucle avec la problématique inondation, hein, là aussi c'est plutôt je gère à la parcelle ces problématiques d'eau pluviale plutôt que de faire des tuyaux toujours plus gros qui amènent de l'eau dans les cours d'eau et qui peuvent faire ces phénomènes de surinondation qu'on peut avoir notamment dans les alentours de Toulouse. Merci beaucoup, merci à tous. Alors on arrive au terme de ce petit déjeuner que j'aimerais laisser conclure à Monsieur Poujade, Gérard Poujade plus précisément. On l'a pas beaucoup entendu, c'est pour ça que je m'embrouille dans son nom. Je rappelle que vous êtes le président de l'ARP Midi-Pyrénées, ça par contre j'en suis certaine. Merci. J'avais pas vocation à intervenir dans le courant du débat. Tout à fait. D'abord, je tiens à remercier l'agence de l'eau au travers de Monsieur Solacou de nous avoir accueillis et effectivement c'est le fruit d'un partenariat entre l'agence de l'eau et l'ARP qui fait que régulièrement maintenant nous organisons des petits déjeuners dans cette salle et encore une fois on vous remercie. Je remercie également les intervenants et les participants de cette réunion, sans oublier ceux de Mirande, ceux de Rodez et ceux d'Albi et aussi ceux qui sont par internet. 3 points pour évoquer cette conclusion. D'abord, le premier point, c'est une réaction à la question Internet qui a été posée, la toute première, sur de ce questionnement-là, de cette problématique-là, est-ce qu'il y a un lien avec le changement climatique? En fait, au-delà de la formulation de la question, c'est une interrogation de notre relation à la nature. Mais une fois qu'on regarde quelles sont les réponses, nous qui sommes en responsabilité dans des associations, dans des administrations, dans des collectivités, j'entends quelles sont les réponses. Le premier mot de Marc Carvalho, c'était le mot solidarité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un problème, quelque part, il y a une manière de réagir et il y a plusieurs manières publiques de réagir. C'est pas pareil de dire la solidarité, la charité. Vous savez, on emploie souvent des mots les uns pour les autres, mais ce que j'ai entendu de Marc Carvalho, il se trouve qu'on est dans le même conseil régional aussi. Mais je me suis dit, tiens, il a employé le bon mot pour parler de ça. Parce que derrière, ça veut dire de la politique, quoi, hein, et de la manière de traiter une problématique à un moment donné. Deuxième chose, c'est de la complexité de ce qu'est le facteur humain. Parce que lorsque l'inondation a eu lieu, lorsque l'on a commencé à réfléchir à l'Assemblée plénière, d'abord la toute première qui a eu lieu quelques jours après le sinistre, Marc le rappelait tout à l'heure, on a eu des commissions sectorielles, on a eu des commissions permanentes pour attribuer des fonds. Mais dans ces réunions de travail, on se disait, mais
nous qui dans les commissions n'étions pas du lieu. Certes, nous étions informés, sensibilisés. On se disait, parmi les réponses techniques, voilà, on interdit de reconstruire là où ça s'est passé. Et ce qu'il y a, c'est que de la complexité des facteurs humains, je reprends encore une fois une intervention de Marc, c'est de ces commerçants qui se disent, mais ma vie, ma culture, elle est là. Et pendant des dizaines d'années, pendant peut-être des centaines d'années, notre vie, notre culture était là. Alors, comment on fait? Parce que nous qui sommes élus, la question c'est celle du fait démocratique. C'est de se dire, mais nous non, nous sommes des élus supérieurs à vous en intelligence et en décision donc, et on va vous interdire de vous retrouver sinistrés. Sauf qu'eux, ils sont peut-être sinistrés de ne pas être là. C'est ça qui est extraordinairement compliqué. En fait, la troisième partie, ou la troisième référence de ce rapport entre l'homme et la nature, et le rapport de l'homme à l'homme, c'est la troisième remarque, je te reprends 3 fois quand même, Marc, voilà, sur ce qui se passe avec le Val d'Aran. Et Madame Gégaud, que je ne vais pas citer que toi, Madame Gégaud disait oui, mais on ne sommes pas là pour juger ce qui s'est passé de l'autre côté, et dans le même temps de la relation que l'on peut avoir entre élus Val d'Aran côté espagnol et élus ici en France. Sur les questions environnementales, sur les questions de développement durable, c'est quelque chose qu'on oublie toujours, c'est le fait démocratique. C'est vachement confortable d'avoir des élus qui sont de l'autre côté d'une frontière avec qui on peut discuter. Si on prend ou si on évoquait ici la question du Tigre et de l'Euphrate, ça ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire d'un côté de la frontière, ce qui passe est à moi, ce qui se passe de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas. Et donc ça propose d'autres types de problématiques derrière. Le fait démocratique, pour nous qui sommes élus, c'est quelque chose qui est intégré au-delà de la technicité à prendre en considération. Deuxième point, promets, je finis pour 11h, hein, j'ai compris le cahier des charges. Deuxième point, c'est de ce que nous sommes en capacité de proposer par rapport à cette problématique des écoulements des eaux. On a entendu les aspects prévention et M. Péloquin, dans sa première intervention, indiquait ce qui se passait 72 heures avant, la prévention qui a eu lieu, et les 3 morts qu'il y a eu l'ont été par manque de précaution, ce qui est quand même fort de café, quoi. Quand on voit comment, nous, en tant qu'élus, si nous ne sommes pas précautionneux dans la manière de prévenir, comment on se fait mettre en danger, qu'une fois que tous ces dispositifs de prévention sont indiqués, qu'il y a des gens qui prennent par-dessus la jambe ces recommandations-là et se mettent en danger. Nous avons appris d'autres pouvoirs, alors qui n'ont pas vocation à être forcément tous en lien avec ce qui s'est passé il y a 6 mois. Je crois que le plus important des pouvoirs, c'est celui qui réside dans notre capacité à pouvoir écrire des règles. Nos SCOT, nos PLU, ils ont forcément vocation à écrire de la règle qui va influer sur les digues dont vous nous parliez. Parce que en fonction de la consommation du territoire, en fonction de la manière dont on va urbaniser, on va générer des comportements différents pour les écoulements des eaux qui vont avec. Vous évoquiez le fait de mettre des chapelets de bassin. Ce que j'ai envie de vous dire, peut-être aussi efficace, c'est mettre des chapelets de forêt, de mettre de l'agroforesterie, de faire en sorte que l'agriculture, dont on a très peu parlé finalement aujourd'hui, dont l'agriculture ait vocation à traiter ces terres différemment. Vu des conférences sur les clos couverts, on voit bien que dans la manière dont on laboure pas, y compris la manière du sens selon lequel on laboure, ça ne génère pas les mêmes écoulements. Donc nous avons vocation à avoir des partenariats les plus importants possibles pour faire en sorte que ces comportements aient lieu et évoluent dans le temps. L'autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé aussi, c'est des écoulements et de l'appauvrissement des sols. Les gens ont un peu en tête cette carte de France de l'appauvrissement des sols. Midi-Pyrénées est la région qui connaît le plus fort appauvrissement des sols de toute la France. Et donc, ce qui se passe, change de côté, change de massif. Je sais que tu aimes bien tous les massifs de la région. Quand on prend du côté de Saint-Afrique et 50 km autour, on voit bien qu'entre l'érosion éolienne, entre les écoulements des eaux, c'est la part de l'humus dans la terre qui s'en va. Et donc ça pose d'autres types de questions sur la pérennité d'une agriculture, et donc d'une économie, donc de la présence de l'homme, encore une fois le rapport à l'homme qu'on voit à cet endroit-là. Voilà pour les 2 points. Le troisième point est un point qui est plus auto-centré sur ce qu'est l'ARP. D'abord je vous invite à aller sur le site de l'ARP, vous allez avoir un complément à ce qui est dit aujourd'hui, vous avez
le bilan d'étiage 2013. Vous avez les documents qui ont été réalisés en collaboration avec... Je ne connais pas tous les acteurs, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont autour de la table, mais j'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas autour de la table, j'ai peur d'en oublier. Donc voilà, vous verrez sur le site, tous y sont cités. Mais dans le même temps, et pour faire lien avec le point précédent, l'ARP a un projet que la région souhaite mener à terme dans le courant de l'année 2014, de faire changer son statut d'association en société publique locale. Alors, il y a très peu d'élus dans la salle, alors ça parle peut-être pas. Mais l'objet, c'est de faire en sorte que l'ARP, qui est l'outil du conseil régional, l'outil opérationnel du conseil régional pour des questions de développement durable, puisse le devenir à destination de tous les territoires de Midi-Pyrénées. Et donc, de par ce nouveau statut, une commune, une communauté de communes, un SCOT, pourront adhérer à l'ARP pour que l'ARP réalise des prestations. Et dans les prestations que l'on a évoquées avec les présidents de SCOT, avec des présidents de SCOT, avec des élus présidents de PCI ou maires de communes, c'est le fait de pouvoir justement participer, contribuer, rédiger leur urbanisme, leur trame verte et bleue, bref, des documents qui ont vocation à conditionner ce que seront les écoulements des eaux par rapport à la problématique évoquée aujourd'hui, mais de fournir plus encore de prestations à destination du territoire, faire en sorte que l'ARP, Agence régionale du développement durable, le soit aussi de chacun des territoires de Midi-Pyrénées. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous pour le mois de février, où nous aurons un autre petit déjeuner sur l'énergie, qui est aussi un thème qui quelque part nous plaît bien, et qui devrait se dérouler à l'hôtel de région. C'est ça, la transition énergétique, ce sera le mardi 25 février. Merci beaucoup, Gérard Poujade, pour cette concision. Nous sommes effectivement dans les temps grâce à vous. Merci beaucoup. Moi, je vous rappelle que vous pourrez retrouver à partir de samedi sur le site des petits déjeuners débats l'ARP Midi-Pyrénées, www.petitdéjeuner.arp-mi.com, l'intégralité de nos échanges du jour, plus un petit complément, puisque nos intervenants ne vont pas partir tout de suite et vont m'accorder une petite interview que vous pourrez retrouver sur notre site également. Et puis, je voudrais vous rappeler de nous remettre, c'est important, les questionnaires satisfaction qu'on vous a distribués au début de ce petit déjeuner. Ça nous permet de nous améliorer de jour en jour et on aime bien avoir vos retours. Donc, merci de nous les remettre. Bonne fin de matinée à tous et donc au mois de février prochain. Au revoir.